Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre webinaire sur l'IA AWS à destination des startups, des PME et des éditeurs de logiciels. Donc, c'est un webinaire qui est co-animé par AWS et par Fastlane. Et je serai votre hôte pour l'ouverture et la clôture du webinaire. Le cœur du webinaire sera animé par Sébastien Stormack, expert AWS sur l'IA. Salut Sébastien. Quelques mots tout d'abord de présentation. Donc, je suis Denis Bonamour et je suis en charge chez Fastlane du partenariat avec AWS. On va entrer dans le vif du sujet, avec deux chiffres qui traduisent l'impact de l'IA sur les compétences. Donc, tout d'abord, on remarque que 93% des entreprises prévoient d'adopter l'IA générative au cours des 5 prochaines années. Et cependant, 75% d'entre elles ne trouvent pas les talents dont elles ont besoin. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous donne un constat très clair que l'adoption de l'IA telle qu'elle est réalisée aujourd'hui se heurte à un gap en termes de compétences des individus au sein des entreprises, que ce soit côté des utilisateurs des solutions d'IA que des populations plus techniques qui développent et mettent en œuvre ces solutions. C'est pourquoi AWS aujourd'hui s'appuie sur des partenaires comme Fastlane pour relever ce challenge. On va passer en quelques mots à une présentation rapide de Fastlane. Donc, nous sommes un organisme de formation, groupe international, donc qui peut intervenir dans tous les pays et assurer les formations en tout lieu, dans toutes les langues, sur tous les fuseaux horaires. Donc, nous déployons l'ensemble du portfolio de formations officielles d'AWS. Et au-delà de ces formations classiques, on va déployer d'autres services de formation à valeur ajoutée, à savoir des services de formation digitale à travers notre plateforme Fastlane Live, qui va pouvoir proposer en mode e-learning, donc en auto-formation de manière autonome, l'ensemble des contenus de formation, mais également des services de formation managés pour les entreprises qui souhaitent en fait externaliser toute la partie administrative, la partie gestion de formation au quotidien. Si on fait un zoom sur la formation avec instructeurs tels qu'on la connaît, on va pouvoir déployer 3 modes de formation principaux. Tout d'abord, la formation en présentiel, donc c'est-à-dire formation physique avec un instructeur, la formation à distance, formation virtuelle, à laquelle vous pouvez accéder à travers un device, et la formation hybride, qui va être un mix des deux, à savoir des personnes présentes en présentiel, auxquelles on adjoint des personnes présentes en distanciel pour suivre la même formation live. On va pouvoir déployer ces modalités sous deux angles différents, l'inter-entreprise, donc qui sont les formations planning, dans laquelle différents clients sont présents, des formations intra-entreprise, qui sont des formations ciblées pour un même client, qui sont notamment pertinentes quand plusieurs personnes sont à faire former. Sur la partie learning, pour AWS, on va proposer l'accès à la plateforme Skill Builder. Skill Builder, c'est la plateforme d'e-learning, c'est un portail en fait dans lequel vous allez retrouver l'ensemble des contenus de formation AWS. Et l'intérêt en fait de cette approche, c'est qu'on va être sur une offre qui va être gamifiée, qui va être ludique. Donc en fait, on va jouer tout en apprenant et bien sûr pouvoir réaliser des travaux pratiques sous forme de lab, mesurer sa progression et accéder à de nombreux contenus side additionnels. Ceci étant dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet et accueillir donc notre intervenant Sébastien Stormack d'AWS. Donc Sébastien est développeur advocate et champion d'AWS sur le sujet. Il va pouvoir vous partager son expertise durant l'heure et demie à venir. Nous restons de notre côté présents dans la réunion pour répondre à toutes vos questions via le chat. Donc n'hésitez pas à les poser, à interagir. On pourra répondre en direct à celles qui sont de notre ressort, on va dire. Et pour celles qui sont un petit peu plus techniques, on aura des breakouts, des petites périodes de Q&A pendant lesquelles Sébastien pourra répondre en temps réel. Sébastien, c'est à toi. Merci Denis pour cette introduction. Merci à vous d'être là et de prendre un peu de votre temps pour apprendre ce que c'est que le machine learning, l'IA générative et en particulier comment vous pouvez utiliser le cloud et le cloud AWS pour développer, pour construire des solutions qui répondent aux besoins de vos entreprises. Pendant que je
parle et que je vous montre mes slides, je vous vois pas la fenêtre Teams. Donc, s'il y a des questions, posez-les dans le chat et j'essaierai de m'arrêter à des endroits stratégiques quand je change de sujet et demander à Denis et à Léa de lire vos questions et j'essaierai d'y répondre en direct si c'est possible. Et puis, si je connais pas la réponse, ça peut arriver aussi. Je prendrai note de vos coordonnées et nous nous assurerons de revenir vers vous avec une réponse complète et détaillée. On va parler IA générative. Comme l'a dit Denis, j'ai le micro pour 1h30. C'est une grosse responsabilité, j'espère que je ne vais pas vous ennuyer. Je dois vous tenir réveillé, j'espère que vous avez du café, du thé ou la boisson qui vous permet de rester concentré. On va globalement être en 3 parties. Il y a une partie d'introduction plutôt à l'AI, la machine learning, le generative AI et les outils AWS qui vous permettent d'utiliser ces technologies. Est-ce que vous voyez l'agenda Denis, Léa, est-ce que le partage d'écran fonctionne bien? Pour être certain que je ne Oui, parle pas dans le vide. OK. oui, tout à fait. Un des services phares d'AWS en matière d'IA générative s'appelle Amazon Bedrock. Je vais passer un peu plus de temps dessus, vous montrer comment ça marche. On va faire des démos aussi. Je vais faire des démos en direct. Ce ne sera pas des vidéos. On va aller dans la console d'Amazon Bedrock pour montrer comment vous pouvez utiliser la console. Puis je ferai une petite démo en ligne de commande aussi directement depuis un terminal pour interagir avec des large language models à assez bas niveau pour comprendre comment ces outils fonctionnent, pour vous donner un sens de ce que ça veut dire de créer une solution basée sur un modèle de fondation. On va jouer un peu avec Llama, avec Claude peut-être, avec Llama certainement de Meta. Et puis on terminera dans la deuxième partie en matière de temps, enfin c'est la 3e ou 4e sur l'agenda, mais en matière de temps, c'est à peu près la moitié du temps qui m'est imparti, sur des patterns un peu plus avancés d'IA générative. On va parler de fine-tuning, de continued pre-training, de RAG et d'agents. Alors, ne partez pas tout de suite si vous êtes moins technique et que tous ces mots vous font peur. L'idée, j'ai construit cette partie-là, c'est un talk que je donne assez régulièrement à tout type de professionnels, soit des professionnels de la data, de l'IA, des développeurs, mais aussi des C-level. Et cette partie-là a vraiment été conçue pour pouvoir expliquer l'IA générative à ma maman. L'idée, c'est de pouvoir vulgariser de façon à ce que tout le monde puisse comprendre. Et j'espère qu'après ce webinaire, quand quelqu'un vous dira dans une réunion, dans une conversation très sérieuse, oui, on devrait mettre en place du RAG et des agents, ben vous saurez exactement c'est quoi du RAG et comment ça marche. Mais je le répète, ça peut sembler un peu ardu comme ça, mais l'idée, c'est de vulgariser et d'expliquer le plus simplement possible c'est quoi ces technologies, comment ça fonctionne, ce que ça implique, quels sont les choix qu'il faut faire, parce que quand on développe des systèmes informatiques, vous le savez, c'est toujours une question de balance entre les fonctionnalités, le coût, le temps qu'on a pour développer. Il faut faire des trade-offs, comme on dit en bon franglais. J'espère que vous me pardonnerez pour mon franglais. Voilà pour ma longue introduction. Machine learning, c'est pas nouveau. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait de l'apprentissage machine chez AWS. Mais c'était difficile jusqu'il y a peu. Machine learning, c'était un peu limité à des très très grosses boîtes comme Netflix, comme Spotify, comme Amazon, ou alors les chercheurs académiques en blouse blanche dans leurs universités. Heureusement, le cloud change tout ça, parce qu'avec le cloud, les clouds, pas qu'AWS, les clouds, vous avez accès à du compute virtuellement infini, capacité de calcul. Si vous avez besoin d'un cluster de 1000 instances demain, vous pouvez l'avoir sans devoir négocier avec un commercial pendant des semaines et des semaines. Vous allez dans la console, vous faites clic, clic, clic et vous pouvez avoir votre cluster de calcul, payé uniquement pour le temps dont vous en avez besoin, le temps où vous allez l'utiliser, et puis arrêter de payer après. Même chose pour le stockage, vous avez une capacité de stockage virtuellement infinie avec des services de stockage comme Amazon S3. Alors je dis virtuellement parce que d'abord physiquement il y a des data centers derrière, même s'il y a beaucoup de capacité, c'est pas infini. Et puis il y a quand même une limite, en général c'est votre carte de crédit, ça sera la première limite
avant que vous atteigniez la limite de capacité d'AWS, et bien avant que vous atteigniez notre limite de capacité. Mais le cloud a permis de démocratiser l'accès à du compute massif et du stockage de données massif, qui sont les deux choses qui permettent de faire de l'AI, de l'intelligence artificielle, et surtout du Gen AI, comme vous allez le voir après. Donc l'AI est partout maintenant, le machine learning est partout, que ce soit dans la finance, dans le commerce, la mode, l'immobilier, la santé, et ce qu'on est en train d'observer chez nos clients, c'est que les use cases bougent de la périphérie, des petits use cases anecdotiques, jusqu'au cœur du métier, où on voit de plus en plus de use cases. J'espère pouvoir vous donner quelques exemples de cas d'utilisation où l'IA, pardon, devient vraiment cœur. On voit même des métiers qui se réinventent, et c'est vrai qu'il y a des rôles qui vont changer, surtout avec l'IA générative. Encore cette semaine, je faisais une présentation pour des développeurs où j'expliquais comment leurs rôles vont changer grâce, et pas à cause de, grâce aux outils d'intelligence artificielle qui aident les développeurs à coder. Ça ne va pas remplacer les développeurs, mais ça va fondamentalement changer la manière dont les développeurs travaillent. Alors pour qu'on soit bien d'accord, il faut peut-être différencier l'IA du machine learning, du generative AI, ce que les journalistes ne font pas trop quand vous écoutez les radios et les télés généralistes. Tout le monde parle d'intelligence artificielle. Au fait, le grand buzz, il est seulement depuis 2-3 ans, depuis ChatGPT et depuis l'IA générative, qui est une catégorie très spéciale. Parce que l'IA, en général, c'est repliquer l'intelligence humaine. Et la plupart du temps, ça se fait par observer des séries de données et via des modèles statistiques probabilistiques, essayer de comprendre les relations entre les données pour faire de la classification ou pouvoir faire des prévisions. Ça, ce sont les deux cas d'usage le plus fréquents d'un sous-ensemble de l'IA qu'on appelle l'apprentissage machine. Donc on donne un paquet de données à une machine et elle apprend à reconnaître des images, à reconnaître des voix, à détecter des tendances, à faire des classifications, etc. Comme je l'ai dit au début, ça fait plus de 20 ans qu'on fait ça chez Amazon. Je vais vous donner quelques exemples après, mais ce n'est pas nouveau, et tout le buzz qu'il y a aujourd'hui autour de l'IA ne concerne pas tellement cette catégorie de classification, de prédictive ou de prédiction. Le buzz, il est sur l'IA générative, qui est une autre catégorie qui a été rendue possible, et je vais le répéter tout à l'heure, par des technologies qui s'appellent les réseaux neuronaux, combinés à beaucoup de puissance de calcul et beaucoup de données. Et l'IA générative, c'est cette partie de l'IA qui est capable de générer, comme son nom l'indique, des contenus qui n'existaient pas avant. Alors ces contenus peuvent être du texte, générer des images, générer des vidéos, générer de la voix également, ce qui n'était pas possible avant. Donc c'est bien deux choses différentes. Aujourd'hui, dans ce webinaire, on va plutôt parler de la dernière, l'IA générative, même si au début, je parle un peu de machine learning, parce que c'est vraiment dans notre ADN chez Amazon de faire du machine learning. Ça fait 20 ans qu'on applique du machine learning à grande échelle sur la partie retail, sur la partie commerce d'Amazon, mais aussi sur la partie AWS, avec des tas de use cases. Amazon.com, juste pour vous donner une idée, juste sur .com, c'est 4000 commandes par minute. Donc depuis que j'ai commencé à parler là, vous imaginez le nombre de commandes, et ça c'est juste Amazon.com. Il y a Amazon.fr, il y a Amazon.de, il y a le Japon, etc. Donc il faut énormément d'informatique derrière pour arriver à faire rentrer ces produits dans les entrepôts, à les délivrer, à les mettre en tout cas dans un camion en sortie en quelques heures, et la plupart du temps les délivrer en moins de 24 heures tout près de chez vous. Un exemple de cas d'utilisation, c'est la réduction des tailles des emballages, par exemple. Avant, quand vous commandiez sur Amazon, vous aviez une grande boîte, même si c'était un petit truc à l'intérieur, et il y avait plein de papier dans la boîte pour que votre article ne bouge pas. Je suppose que vous avez remarqué que depuis 2-3 ans, on fait un effort considérable sur la réduction du carton, et on essaye de mettre la bonne boîte pour la bonne taille des colis que vous avez achetés. C'est pas l'opérateur qui fait le colis qui décide, c'est la machine qui va dire
pour cette commande-là, le meilleur emballage, c'est celui-là, c'est une petite enveloppe, c'est ceci, etc. En fonction de la taille des colis, ce sont des choses qui sont gérées par de l'apprentissage machine. L'autre exemple d'Amazon qui me fascine tout le temps, c'est la manière dont on range les articles dans les entrepôts. Si vous avez un jour la chance d'aller visiter en présentiel ou en virtuel des entrepôts d'Amazon, vous allez voir que les articles n'ont pas l'air rangés, c'est-à-dire vous avez des rangées d'étagères mobiles, et dans ces étagères, vous avez tout, vous avez des rouleaux de papier de toilette à côté d'un livre, à côté de capsules de café, et puis un peu plus loin, il y a des langes pour bébé, et puis, enfin voilà, tout ce que vous pouvez acheter sur Amazon. Et en fait, ce système de rangement, entre guillemets, est aussi généré par des machines pour optimiser la place dans les cases des étagères, hein, et pour éviter les encombrements pour les articles les plus demandés. Il y a des articles qui se vendent mieux que les autres, et c'est pour éviter que tous les gens qui travaillent dans les entrepôts, ou tous les robots, je vais parler des robots dans une seconde, doivent aller sur la même étagère parce que c'est un article très demandé. Comme les articles sont répartis dans l'entrepôt, ça permet de répartir le trafic dans l'entrepôt aussi. Et depuis quelques années, grâce au machine learning, ce sont plus des gens qui vont chercher les articles que vous commandez pour faire les boîtes, parce que c'est un travail extrêmement pénible. Ce sont des robots. Vous avez peut-être déjà vu des tondeuses automatiques de jardin. C'est un peu comme ça, un peu plus grand, qui avancent au ras du sol, qui vont se positionner en dessous d'une étagère où il y a l'article que vous avez commandé, qui va lever l'étagère et qui va apporter l'étagère à un poste où là, il y a un humain qui pourra prendre l'article et le mettre dans un panier pour consolider tous les articles de votre commande. Ces robots, ils sont entièrement autonomes. Il n'y a pas une tour de contrôle dans le, comment on dit, le fulfillment center, l'entrepôt d'Amazon pour piloter ces robots. Ils savent où aller chercher l'étagère, où l'amener, ils connaissent le chemin, ils font attention aux autres robots pour qu'il n'y ait pas de collision, évidemment, ils sont dans des couloirs de circulation où il n'y a pas d'humain, mais si jamais il y a un humain, ils sont capables de le détecter et de s'arrêter pour éviter tout accident corporel, évidemment, c'est notre première priorité, la sécurité des gens qui travaillent dans les entrepôts. Et ces robots vont remettre l'étagère après. Et alors là, c'est génial, c'est parce qu'ils vont pas remettre l'étagère là où il était. En fonction de la prédiction qu'on fait, est-ce que quelqu'un d'autre va commander un article qui est sur la même étagère dans le futur proche? Si oui, le robot va aller mettre l'étagère relativement proche du poste de travail où les piqueurs prennent les articles et les mettent dans des boîtes pour consolider votre commande. Si au contraire, le système estime qu'il y a très très peu de chances qu'il y ait une commande d'un article similaire, le robot peut aller remettre l'étagère au fond de l'entrepôt, ce qui peut prendre plusieurs minutes parce que ce sont des entrepôts qui sont grands comme plusieurs terrains de football. Voilà, juste quelques cas d'utilisation de ce qu'Amazon fait avec de l'apprentissage machine. La troisième image, vous connaissez, c'est Alexa. Je me retourne parce qu'elle va peut-être réagir. J'en ai une derrière moi, donc si je prononce son nom, elle risque de réagir. Madame A, je vais dire, là, il n'y a pas d'IA générative, ça vient avec Alexa Plus qui est disponible aux États-Unis, mais là, c'est de la reconnaissance vocale, des transformés de Fourier sur les analyses de fréquences de ma voix qui amènent à une décomposition en phonème, en mots, en phrases, en intention, et puis génération d'une voix synthétique également. C'est également grâce au machine learning qu'on fait ça. Et le dernier exemple que vous avez peut-être déjà vu, je ne pense pas qu'il y en ait en France. Si vous voyagez un peu, vous en avez vu à l'aéroport d'Heathrow, il y en a aux États-Unis, il y en a plusieurs aussi. Ce sont des magasins sans caissière. Vous rentrez, vous êtes authentifié avec votre app Amazon. Vous prenez des articles dans les étagères et vous ressortez. Et puis quand vous êtes sur le trottoir, un peu après, vous recevez la note en disant vous avez pris ça, 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 et ça vous est facturé. Donc c'est bardé, ces magasins sont bardés de capteurs dans les rayons, au plafond, pour détecter ce que vous prenez et pour vous facturer automatiquement. Alors, pas de caissière, ça ne veut pas dire qu'on réduit le personnel. Il y a même statistiquement plus de personnel dans ces supermarchés-là que dans les autres pour remettre les choses en rayon, pour conseiller les gens. Donc, il n'est pas question ici de remplacer des travails, mais faire du travail peut-être un peu moins pénible parce que scanner des articles à longueur de journée, c'est pas nécessairement facile pour les coudes, pour les bras, pour le dos. Ça marche bien parce que j'ai déjà essayé de jouer un peu avec ces systèmes-là. Genre, je prends quelque chose et puis je le donne à mon collègue qui lui est rentré en même temps que moi pour voir si c'est lui ou si c'est moi qui va être facturé. Ou on prend un truc et puis on va le remettre, mais on va le remettre ailleurs. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu d'erreur sur ma facture. S'il y en a, on peut annuler simplement. Amazon rembourse sans même poser de questions, comme quand vous commandez des choses sur le site web.
Voilà, j'espère vous avoir un peu ouvert les yeux sur comment nous utilisons le machine learning et l'IA depuis de longues années. Mais de nouveau, ce que nous avons appris, c'est transférable dans plein de domaines. Alors l'IA, on en parle beaucoup évidemment en expérience utilisateur aujourd'hui, surtout l'IA générative, mais ça peut nous aider aussi pour augmenter notre productivité. J'ai parlé des développeurs, mais ça peut être vous pour du travail de bureau, pour traduire, pour faire vos prévisions, etc., pour améliorer les opérations business avec de la maintenance prédictive, par exemple. On a des solutions, on a des clients qui mettent des capteurs sur leur chaîne de production, donc toute machine qui tourne, qui bouge pour analyser les températures, les vibrations, les tours par minute, etc., et établir des données statistiques pour pouvoir prédire quand une machine va tomber en panne, de manière à pouvoir faire de la maintenance sur un moteur, par exemple, avant qu'une chaîne ne s'immobilise, ce qui peut coûter beaucoup plus cher. Donc il y a des tas de use cases, il y a encore ceux qu'on ne connaît pas, qu'on doit inventer, et c'est ça qui est passionnant dans ce monde-ci, c'est qu'on est à l'aube d'un monde différent, d'un monde nouveau, et nous avons une responsabilité pour inventer ce monde-là, ce qui est relativement passionnant. Que vous soyez dans le healthcare, on travaille avec des startups, des PME en France, qui aident les radiologues, par exemple, à mieux détecter certaines formes de cancer sur des radios, parce qu'un radiologue voit des milliers de clichés par jour. Et la machine est beaucoup plus efficace pour aller détecter des anomalies, après avoir été entraînée évidemment, des anomalies sur des photos et pouvoir éliminer tous les bonnes radios et ne soumettre à l'examen du docteur que les cas suspects, ce qui permet de réduire le nombre de photos, enfin d'imagerie qu'un docteur voit, qu'un radiologue voit tous les jours, et donc de se concentrer beaucoup mieux sur ses patients. En industrie, en manufacturing, je vous ai déjà donné l'exemple de la maintenance prédictive. En service financier, le cas typique, j'étais chez un client en service financier encore cette semaine, c'est l'analyse du risque de fraude. J'ai 1 million de transactions par jour, par heure, et je dois trouver le 0,01% qui sont des transactions frauduleuses. Autant dire que c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Le machine learning peut énormément aider pour cela. En commerce, je ne m'étendrai pas, je crois que j'ai assez parlé de ce qu'Amazon fait dans ses entrepôts. Et puis en médias, évidemment, tout ce qu'on fait aujourd'hui pour du montage automatique de vidéos, de la génération de vidéos, de la traduction de sous-titres, du sous-titrage automatique, de la recommandation, évidemment, quand vous êtes sur Netflix ou sur Spotify. Ah, vous aimez ça, donc on va vous suggérer ceci, cela, cela. Donc il y a plein de cas d'utilisation dans le secteur du média également. Si vous voulez chercher des cas d'utilisation, vous allez sur AI explorer.wsamazon.com. On a des centaines, des milliers de use cases et vous pouvez chercher par industrie, par pays, etc. Ce qui se fait. On a plus de 100 000 clients aujourd'hui qui utilisent du machine learning. Je ne parle même pas de generative AI ici, de machine learning sur AWS. Donc, si vous commencez, vous ne serez pas les seuls. Nous supportons nos clients depuis de longues années. Voilà, je crois que c'était important de faire un peu ce distinguo entre AI, machine learning, generative AI, avant de rentrer dans la partie plus spécifique generative AI. Je crois que c'est un bon moment pour faire une pause. D'abord, je dois boire un peu de café et puis demander à Denis et Léa s'il y a des... Et Cynthia, pardon, et Léa aussi, si tu veux, s'il y a des questions. Oui, Allô. Sébastien, merci pour cette introduction. Désolée, j'ai doublement coupé mon micro. On a quelques questions de Christophe qui nous dit qu'il va devoir nous quitter bientôt, ou en tout cas avant la fin. La première étant, et je pense que tu vas pouvoir y répondre, il nous dit, quand j'entends AWS, j'entends GAFA et Cloud Act. Il me semble essentiel d'avoir plus de souveraineté sur les années, décennies à venir sur nos datas qui vont être injectées dans les IA. La question, qu'en pensez-vous? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et tout le monde se pose la question. Donc, c'est normal. Et en tant que citoyen européen, je trouve ça absolument normal. Je viendrai sur des mécanismes de sécurité spécifiques un peu plus tard dans la présentation quand je parlerai de Bedrock. Mais notre réponse à la souveraineté est toujours la même. Nos systèmes sont conçus pour que personne, même pas
les employés d'AWS puissent accéder aux données des clients. Il y a toute une série de validations techniques et de choix de design technique qui ont été faits pour que nous ne puissions pas accéder à vos données. Et vous ne devez pas nous croire, nous avons été audités par des cabinets d'audit externes qui confirment ce que nous disons, et ces rapports sont disponibles publiquement. Ensuite, nous avons toute une série de certifications, comme certification PCI DSS pour pouvoir opérer dans le monde des paiements, ou dans le HLS dans le domaine de la santé, pour vérifier que tous les mécanismes de sécurité, de conformité, de respect de la vie privée, de protection des données spécifiques à chacun de ces secteurs industriels sont mis en place. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, nous avons une offre, j'ai presque envie de dire pléthorique, une offre extrêmement riche en matière de chiffrement de données. Tous nos services permettent le chiffrement de données. La plupart du temps, c'est même activé par défaut, que ce soit le chiffrement des données en transit ou le chiffrement des données au repos. C'est vous qui contrôlez les clés. Vous avez un log d'audit sur l'usage des clés. Donc, vous pouvez voir, vous ne devez pas nous croire, vous pouvez vérifier quels sont les systèmes qui accèdent aux clés de chiffrement. Dans certains cas extrême de conformité, vous pouvez même choisir de stocker ces clés à l'extérieur d'AWS dans vos data centers sur des infrastructures des key management stores de Thales par exemple ou d'autres partenaires. Pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire que au cas où soit il y a une faille et quelqu'un peut accéder aux données, soit il y a une requête de justice qui nous oblige à accéder les données, ce qui n'arrive quasiment jamais, et là aussi je peux détailler, c'est peut-être pas le but aujourd'hui, mais les autorités qui les demandent n'auront que des données chiffrées, c'est vous qui avez la clé. À propos des requêtes de justice, c'est vrai que tout le monde pense au gouvernement américain. Dans nos statistiques, c'est pas le gouvernement américain qui fait le plus de demandes. Il y a le gouvernement indien, il y a le gouvernement britannique, le gouvernement français, anglais. Donc, il faut voir contre qui vous voulez vous protéger également. Enfin, et c'est probablement la partie la plus importante de ma réponse, mais je la gardais pour la fin, AWS a annoncé la création d'un cloud souverain européen qui va ouvrir à la fin de l'année. Ça a été annoncé l'année passée. Il est en train de devenir une réalité. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous une partition différente. Comme on a une partition pour le gouvernement américain, la partition commerciale, la partition Chine, il y aura la partition cloud souverain européen. Donc, c'est déconnecté du reste de l'infrastructure d'AWS. Il n'y a aucune dépendance. Par exemple, si vous créez un utilisateur IRM dans la partie commerciale, cet utilisateur ne sera pas visible dans la partie cloud souverain européen. Tout le système de facturation sera isolé à cette région-là. La première région s'ouvrira dans la région de Francfort, je crois, j'ai un petit doute, en Allemagne en tout cas, je pense que c'est Francfort, opéré par une société européenne avec des opérateurs qui ont une nationalité européenne, qui n'ont pas de binationalité américaine. Donc pour les entreprises qui ont des exigences extrêmement fortes de localisation de données, de souveraineté, de conformité, la future région européenne qui va ouvrir d'ici quelques mois maintenant est probablement la réponse. Mais je vous invite à visiter ou à réévaluer vos besoins de compliance et vous poser la question: qu'est-ce que je dois protéger? Contre quoi je dois me protéger? Comment je peux le protéger? Parce qu'aujourd'hui déjà, dans 90-95% des cas, l'infrastructure AWS telle qu'elle existe permet de respecter toutes les règles de conformité. Vous êtes propriétaire de vos données ne sortent pas d'une région. Si vous les mettez à Paris, elles resteront à Paris. Et dans le cas de l'IA générative, si vous envoyez des prompts à des modèles, on ne partage pas ces prompts avec d'autres clients. Si vous entraînez des modèles avec vos données, ces modèles ne seront pas partagés avec d'autres clients, elles seront à vous, etc. Donc voilà, on peut probablement faire un webinaire d'1 heure, 2 heures, voire d'une journée en fonction du niveau de détail pour aller plus en détail juste sur ces questions-là. Mais je voulais vous rassurer sur ce sujet-là. Désolé, ma réponse est un peu longue. Je crois que c'est un sujet très important. Autant l'évacuer dès le départ, vous avez raison. Oui, et tu nous as donné beaucoup, beaucoup d'informations pour le coup. Merci Sébastien. Je pense que on a encore d'autres questions. Est-ce que tu préfères y répondre, peut-être Si répondre à c'est une deuxième lié à ce qu'on question? vient de dire, si c'est en contexte, oui. Alors, non, c'est pas foncièrement lié. On a des Mais questions de je peux les prendre concurrence. quand même. Allez, je te donne la deuxième question alors. Ouais. Quel impact a eu la démocratisation de l'IA générative sur les métiers / outils de ML? J'ai l'impression qu'on n'en entend plus parler. On n'entend plus parler, c'est vrai.
En tout cas, avec le bruit que fait l'IA générative, il ne reste pas beaucoup de place pour autre chose. Mais ils sont bien là et c'est la base. 80% des projets d'IA au sens large et générique que j'entends chez les clients, c'est des projets de machine learning tout à fait traditionnels, de la prédiction, du forecasting, comme on dit en anglais, de la classification, de la reconnaissance d'images, etc. Je parlais des images des radiologues, je parlais avec une autre entreprise, une PME tout près d'Annecy, entre Annecy et Grenoble, qui utilise de la reconnaissance d'images pour détecter l'usure, c'est dans l'industrie. Il fore, il grave des tubes en acier, et donc la pointe qu'ils utilisent pour forer doit être dans des matériaux très spécifiques et s'user selon des patterns très spécifiques, et ils utilisent de la reconnaissance d'images pour détecter l'usure des pointes de forage avant de commencer des travaux et pour sélectionner la meilleure pointe en fonction du travail à réaliser. Ça, c'est du machine learning absolument traditionnel et il y en a beaucoup plus aujourd'hui que de l'IA générative. Je fais des réponses courtes. Oui, je vois ça. Il reste 2 questions. Mhm. Est-ce que tu veux... Allez, je te les pose. Est-ce qu'AWS est vraiment en avance en termes de services ou outils mis à disposition de ses clients versus Azure et GCP? Ou c'est kiff-kiff? Je vous laisserai juger par vous-même. Moi, je suis biaisé. Je vais vous dire. La force d'AWS, c'est l'étendue des services. On n'a pas que des services d'IA ou de machine learning, on a plus de 300 services. C'est-à-dire que dès que vous aurez des besoins un tout petit peu plus étendus que simplement faire un chatbot pour vos clients ou pour vos employés, il y a probablement le service AWS qui est là à côté. Vous ne devrez pas exporter vos données vers un autre cloud, vers un autre SaaS, etc. C'est l'intégration de l'ensemble de ces services et le haut niveau de sécurité, et de respect de privacy, de la vie privée et des données que vous mettez chez nous, qui existent depuis quasiment 20 ans, puisqu'on a quasiment 20 ans. Donc, ces outils viennent sur un socle, une fondation extrêmement solide, que ça soit dans les services de base, mais que ça soit aussi de notre côté, la partie opération, pour s'assurer que tout cela fonctionne à très très grande échelle, 24 sur 24, 7 jours sur 7, avec un minimum de panne, je touche du bois. Et comme dit notre CTO, il n'y a pas d'algorithme de compression pour l'expérience. AWS, c'était le premier cloud provider il y a 19 ans maintenant, et en termes de part de marché, on l'est toujours. Ok. Et dernière question, Amazon n'est pas un nom lié à l'IA chez le grand public. Alexa ne marche pas, point d'interrogation. C'est Ah, un mais peu c'est comme bien ça. Apple et Siri? C'est un flop? Ouais. Ah non, non, pas du tout. On n'est pas... Le grand public, on dit IA, il penche ChatGPT. Donc déjà, je vous ai expliqué, l'IA générative, c'est vraiment un sous-ensemble de l'IA en général. Et puis nous, on ne fait pas des produits grand public. On vous fournit des API, des briques de base. Je vais parler de Bedrock dans un instant, qui vous permettent à vous d'innover et de construire des solutions pour vos clients et des solutions grand public. Nous, on est en B2B, on s'adresse à vous, on ne fait pas de solutions. Donc si on dit Amazon à quelqu'un dans la rue, ils vont penser à la commande sur Amazon.fr et recevoir une boîte en carton. La plupart des gens ne savent même pas qu'AWS existe, et c'est très bien parce que nos services ne sont pas faits pour le grand public. Nous, là où on est très très fort, c'est vous fournir une boîte à outils. Moi, j'aime bien prendre l'analogie des Lego quand j'explique AWS. Avec Lego, vous avez une boîte avec des petites briques de différentes tailles, de différentes couleurs, et vous donnez ça à des enfants, et c'est leur imagination, leur créativité qui va faire qu'ils vont faire une maison, une voiture, un avion. Et bien, AWS, c'est la même chose, mais pour les informaticiens. On vous donne une boîte à outils fantastique où vous avez des virtual machines, du stockage, des bases de données, de l'IA, du ML, des bases de données de tout type différents, clés, valeurs relationnelles, graphes, etc. Et enfin, je ne vais pas tous les énumérer. On a 300 services. Je crois que j'en serais bien incapable de tous les énumérer d'ailleurs. Et vous construisez sur base de cette boîte à outils. Donc, on n'est pas dans le radar du grand public et de la presse généraliste quand on parle d'IA. Et c'est pas plus mal comme ça. Une autre grande différence, c'est que vous verrez avec Amazon Bedrock, on vous donne accès à plein de modèles différents, ce qui vous permet à vous de choisir et de trouver le modèle qui vous convient le mieux. Là où si vous partez sur Claude, vous avez juste Claude. Si vous partez avec OpenAI, vous avez juste les modèles d'OpenAI. Chez nous, vous avez accès à des modèles de plusieurs dizaines de fournisseurs.
J'y reviendrai tout à l'heure. S'il n'y a plus de questions, je continue. Oui, c'est parfait. Je pense que ça fait un bon pont. Eh ben, oui, c'est une bonne Merci. transition sur l'IA générative qui est apparue justement aux yeux du grand public en 2022, fin 2022, quand OpenAI a ouvert ChatGPT. En 2023, tous nos clients nous disaient qu'est-ce que c'est, comment je vais faire, est-ce que je peux essayer, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée. L'année passée, on a vu vraiment les mises en production, les premiers passages à l'échelle. Et le type de questions des clients change vraiment à ce moment-là. C'est comment est-ce que je peux contrôler mes coûts, c'est comment est-ce que je peux passer à l'échelle, c'est la sécurité, etc. Et 2025, on voit les use cases qui se rapprochent de plus en plus, les cas d'utilisation qui se rapprochent de plus en plus du corps du métier et faire des choses plus avancées avec des technologies plus complètes comme les agents, par exemple. Ce qu'il ne faut pas oublier quand vous faites de l'IA, que ce soit du machine learning ou de l'IA générative, c'est que ça se base sur des données. Même si vous prenez un foundation model qui a été entraîné par Claude, par Meta ou par OpenAI, bien qu'il ne soit pas disponible sur AWS, ce n'est que le sommet de l'iceberg. C'est la partie qu'il a vue, mais vous ne pourrez rien faire d'utile pour votre métier, comme je vais vous le montrer dans la deuxième partie de la présentation, la partie plus avancée. Vous ne pourrez rien faire d'utile pour votre métier avec ces modèles de l'étagère. Là où vous pourrez être utile, c'est quand vous allez greffer sur ces modèles-là d'une façon ou l'autre l'ensemble des données de vos entreprises. Et donc, pour ce faire, vous devez penser en stockage, où sont mes données, gouvernance et sécurité et conformité. On a parlé de la souveraineté des données qui est très très forte chez AWS, puisque quand vous mettez vos données dans une région, elles restent dans cette région-là, elles sont chiffrées, on ne peut pas les partager avec quelqu'un d'autre. Et puis de l'intégration, parce que vos données, souvent, elles sont en silo dans vos entreprises, dans une application, dans une base de données, etc. Donc comment regrouper toutes les données de manière à ce qu'elles soient exploitables par les systèmes d'IA génératifs, c'est ce qu'on appelle les ETL, l'Extract, Transform and Load, bien que ça se fait de moins en moins maintenant, et de plus en plus de nos systèmes font de la copie, de la réplication de données en temps réel au fil de l'eau d'un système à l'autre. C'est ce qu'on appelle le data integration. 80% d'un projet IA, c'est sur la collecte, le stockage, la préparation des données. C'est pas la partie IA qui va vous prendre le plus de temps, c'est la partie données. Donc, si vous avez déjà joué avec des modèles comme celui de ChatGPT, qui est le plus connu du grand public, ou ceux de Claude, vous savez qu'ils sont très bons pour répondre à des questions très génériques, des choses qu'ils ont déjà vues, qu'ils ont appris, et ils ont appris beaucoup de choses. Ils ont appris globalement tout ce qui est disponible publiquement sur Internet, donc c'est pas rien. Mais si vous posez une question à un de ces modèles-là sur votre produit XYZ, YZ qui est en cours de fabrication, vos processus, enfin toutes des données qui sont privées à votre entreprise, qui n'ont jamais été exposées sur Internet, dans le meilleur des cas, il va dire je sais pas. Souvent, il va halluciner une réponse. En tout cas, il ne sera pas utile. Donc, il existe des techniques, et c'est de ça que je parlerai dans la deuxième partie, la partie avancée. Donc, je ne vais pas expliquer maintenant, je vais juste les citer. Je les ai déjà cités, je répète. Le Retrieval Augmented Generation, le Fine-Tuning, le Continued Pre-Training. Et puis, on devrait même ajouter aujourd'hui les agents, et je parlerai de ça également. Mais ce sont toutes des techniques qui permettent de prendre les données de votre entreprise et d'augmenter ou d'améliorer les modèles de l'étagère pour que ces modèles soient vraiment utiles pour vous. Juste un modèle de l'étagère, ça servira, c'est bien pour amuser la galerie, peut-être pour faire des petits prototypes, etc. Mais ça ne vous pouvez pas mettre ça en face de vos clients. L'exemple que je prends toujours, c'est une application d'agence de voyage. Si vous demandez aujourd'hui un modèle de l'étagère comme Claude ou ChatGPT de me donner des idées de destination voyage ou des choses à faire dans une ville, de par l'ensemble de connaissances qu'il aura acquis, il pourra me faire quelques recommandations génériques. Ah oui, si vous êtes à Paris, allez voir la Tour Eiffel. Oui, great. Mais si je peux l'alimenter avec les données de mon entreprise, c'est-à-dire l'historique des voyages de mon client, avec l'historique des recherches de mon client, avec peut-être les préférences que je connais de mon client. Si je peux injecter des données qui sont spécifiques à mon entreprise, les promotions du moment, ce que d'autres voyageurs qui ont des profils similaires ont fait, les vols et les chambres d'hôtel disponibles ou sur lesquels il y a des promotions, bien, la recommandation des agents d'IA ou des large language models pourront être beaucoup plus personnalisées et beaucoup plus utiles aussi pour votre client. Et c'est ça qu'il faut essayer de chercher dans tous les domaines. C'est pas l'IA générative générique, mais l'IA générative de votre métier. Et tout ça, on y revient, ça concerne, il faut des données, il faut une solide fondation en données. Et quelqu'un posait la question
Pourquoi AWS pour l'IA? Parce que c'est pas le nom qui revient le plus souvent dans la presse, même dans la presse spécialisée. Ben, c'est parce que je suis fondamentalement convaincu que le meilleur endroit pour déposer des données, c'est sur AWS. Si vous voulez construire une stratégie de données, que ce soit pour le machine learning ou pour l'IA générative, considérez AWS parce qu'il y a un ensemble de services qui existent et depuis très longtemps. On n'a pas attendu la mode de l'IA générative pour construire des fondations solides, pour intégrer des données, pour les stocker, pour les analyser, pour les transformer, pour donner des outils aux data engineers, pour donner des outils aux data scientists, de manière à ce que vos données soient gouvernées, sécurisées et faciles d'accès pour les professionnels qui ont besoin de préparer les outils de demain. Donc on travaille avec des milliers de clients, des dizaines de milliers de clients pour essayer de les aider à réimaginer leur business ou certains processus dans leur business avec l'IA générative. Et en ce faisant, on apprend plein de choses aussi, parce qu'on voit comment les clients utilisent les outils et parlent de l'IA générative ou l'adoptent dans les entreprises. Et donc, on utilise aussi ces apprentissages dans des sessions comme aujourd'hui pour les partager avec vous en voyant, voilà, ça marche moins bien. Et ce qu'on observe chez les clients, les best practices, si on peut dire comme ça, c'est vraiment 3 domaines. La première, c'est qu'il faut aller relativement vite. Si vous avez des comités de direction qui doivent se réunir en sous-comité et en commission d'études, etc., on est très mal parti. Ce genre de projet doit avancer rapidement. On parle typiquement de 3 à 6 mois avant d'avoir du retour sur investissement. Et puis d'itérer, évidemment. On ne met pas un projet en production, observer le retour sur investissement et on s'arrête là. Voilà, c'est la fin du projet. Non, souvent quand le projet arrive en production, c'est le début de la vie du projet. Après, on va itérer sur base des feedbacks des clients et des utilisateurs. Customiser, je l'ai déjà dit, les large language models de l'étagère sont très bons pour des choses génériques, ils sont très nuls pour des choses qui sont spécifiques pour vous. Et puis souvent passer à l'échelle, comment est-ce qu'on adresse plus de cas d'utilisateurs, plus d'employés au sein de la société ou plus de clients. Donc en général, quand on parle à des dirigeants d'entreprise, on a toute une série de questions sur l'IA générative, mais il y a 2 questions et discussions qui continuent de revenir. C'est comment je peux utiliser ces technologies pour amener de la valeur pour mon business, parce que au bout du compte, il n'y a que ça qui compte. Hein. C'est pas adopter de la technologie pour le plaisir d'adopter de la technologie. Et comment est-ce que mon organisation peut avancer rapidement. Et c'est aussi une très bonne question, parce que parfois, il y a certaines organisations qui sont culturellement un peu plus un peu plus de temps, on va dire. Donc, trouver les cas d'utilisation, qui sont pertinents, relevant, qui sont viables et qui ont de l'impact. Souvent, on ne sait pas trop où commencer, essayer de prendre les fruits les plus bas sur l'arbre, mais qui a de l'impact pour montrer quand même le retour sur investissement. Donc il y a beaucoup de considérations, ça peut être un peu complexe et très spécifique à la politique ou à votre métier, mais il faut prendre en compte la sécurité, les aspects légaux, les aspects métiers évidemment, faire intervenir des subject matter experts et construire un plan de route, une roadmap pour votre organisation. Deuxième aspect, c'est utiliser, mais je l'ai déjà dit, les données propriétaires que vous avez, les données non publiques, pour maximiser le potentiel des applications. Donc, votre donnée, c'est votre différenciateur. Et vous devez avoir une fondation solide en matière de données avant de pouvoir construire à l'échelle. Et puis, utiliser l'intelligence de vos employés, de votre workforce. Je crois que c'est la partie la plus excitante des projets d'IA, c'est qu'il faut travailler avec beaucoup de gens. C'est pas uniquement des machine learning engineers en blouse blanche ou des data scientists, mais il faut parler aux gens du métier, aux ventes, au marketing, aux analystes business, évidemment les développeurs également, pour rendre cette technologie accessible par tout le monde, que ça soit facile à employer, former les employés qui vont l'utiliser. J'ai eu une discussion dans un podcast avec Bureau Veritas qui expliquait comment ils ont mis en place un plan de formation également pour les employés. J'ai aussi une discussion avec Ryanair sur le déploiement de l'IA à grande échelle au sein de Ryanair. Et chaque fois, la culture de l'innovation passe par les employés et mettre les employés au centre de ces projets. Customization, je l'ai déjà dit, c'est les aspects clés. Les choix des outils que vous allez utiliser, ne vous mettez pas dans un coin avec un fournisseur sur lequel vous signez pour 3 ans.
parce que vous ne connaissez pas la position de ce fournisseur dans 3 ans, donc choisissez plutôt les plateformes ouvertes qui ont beaucoup d'outils, ding ding, AWS, 300 services différents, qui ne vous verrouillent pas pour pour des grandes périodes de temps ou des usages exclusifs. Mettez la sécurité et la privacy des données au cœur de votre projet et commencez par la donnée. Ensuite, mesurez le plus possible la valeur business, l'impact métier, les réductions de ceci, l'augmentation de ça, autant que se peut. Je crois que c'est important de définir les métriques de succès dès le début du projet pour que vous sachiez quoi mesurer et comment le mesurer. Et puis seulement optimiser pour les coûts, la latence, etc. Souvent, quand on est dans un mode prototype, on construit les choses rapidement, un peu comme une startup. On veut montrer la valeur rapidement. Et puis après, on commence à passer à l'échelle. Et on itère pour diminuer les coûts, diminuer la latence, etc. Tout en gérant le risque dès le début. C'est aussi quelque chose qui ressortait de ma conversation dans les podcasts avec Ryanair et avec Bureau Veritas. C'est dès le début établir quels sont les risques si on expose tel ou tel outil à telle catégorie d'employés. Comment est-ce qu'on va contrôler ces risques? Comment est-ce qu'on va les mesurer? Et comment est-ce qu'on va responsabiliser les employés ou les utilisateurs sur l'utilisation de ces outils? Alors, en parlant de risques, il y en a plusieurs, hein. Il y a les risques de conformité, de gouvernance, comme on a déjà adressé, les risques légaux, en particulier si vous mettez ces outils en face de vos clients. Tout le monde se souvient de l'anecdote il y a 2 ans déjà d'Air Canada qui avait mis un chatbot en face de ses clients qui donnait des recommandations incorrectes sur des prix, sur des tickets d'avion et qui ont été obligés d'honorer les recommandations incorrectes faites par le chatbot. Donc, la mise en place de contrôles pour valider les outputs, la gestion des risques et la résilience aussi. Est-ce que ces systèmes sont disponibles 24/24, 7 jours sur 7? Avez-vous besoin d'une disponibilité 7 jours sur 7 et 24/24? J'ai mentionné rapidement, je sais que je vais assez vite sur cette partie-là, je voudrais venir à des choses plus concrètes après. J'ai mentionné rapidement la partie confiance que vos équipes doivent avoir dans les outils, que vos employés, vos stakeholders doivent avoir, que vos clients doivent avoir dans ces outils, ce qui nous amène à penser à comment déployer de l'IA de façon responsable. Quand on construit des applications basées sur des modèles de fondation, il faut vraiment considérer comment l'impact de cette technologie peut avoir sur différents groupes. Éviter, par exemple, qu'il y ait des réponses offensives ou non appropriées. Éviter qu'il y ait des usages détournés. Moi, quand je vois des chatbots avec de l'IA générative, je m'amuse toujours à essayer de poser des questions qui n'ont rien à voir avec le chatbot lui-même. Par exemple, je lui demande de m'écrire un petit morceau de code en Python, etc. Et parfois, ça marche, c'est assez rigolo. Même l'autre jour, vous savez, on commence à recevoir des appels automatiques maintenant. On les détecte assez vite parce qu'il y a un petit temps d'attente au moment où on décroche et puis la voix n'est pas tout à fait naturelle encore. Et j'essaye de détourner le système de sa conversation. Là, ils essayaient de me vendre des panneaux solaires, mais je lui demandais d'autres choses sur la météo, etc. Et c'est marrant de voir que parfois, certains systèmes laissent passer ce genre de prompt et permettent d'échapper un peu du carcan. Donc, pour ces dimensions d'IA responsables, comment est-ce qu'on peut les traduire en pratique? Je crois qu'il y a 4 leçons qu'on a apprises en regardant nos clients. D'abord, c'est mettre les gens en avant. C'est essentiel de pouvoir prioriser l'éducation et d'apprendre à nos collaborateurs à utiliser ces systèmes de manière à ce que les gens puissent comprendre comment ça fonctionne et comment les développer aussi, ces systèmes. C'est faire du risk management, donc évaluer les différents risques en fonction du use case, en fonction de la criticité par rapport au métier. On ne va pas, par exemple, gérer les risques de la même façon si on demande à un système d'apprentissage machine d'analyser des tumeurs de cerveau sur des rayons X, par exemple, ou si
c'est pour faire une recommandation de séjour de voyage à Paris. On ne parle pas du même niveau. Et puis, itérer. Souvent, la première version ne sera pas, enfin, toujours, ça ne sera pas votre version définitive. C'est le début de votre projet quand il est face à vos utilisateurs. Ce n'est pas la fin de votre projet. Et puis, tester. Il y a des tas de technologies et d'outils qui aident aussi à tester. Pourquoi tester est plus important encore? C'est parce que dans les systèmes traditionnels IT, l'output est déterministe. Si je rentre A et B, l'output sera toujours le même. Avec l'IA générative, ça peut changer. L'output n'est pas déterministe et donc il faut mettre de plus en plus de barrières de sécurité pour que le système reste dans les limites que vous voulez lui fixer. IA générative chez AWS, on a plusieurs services à différents niveaux. J'aime bien présenter ce graphe comme étant notre graphe en lasagne. J'aime beaucoup les analogies culinaires. Des couches basses aux couches les plus hautes. Alors les couches basses, c'est quoi? C'est l'infrastructure. L'infrastructure, ça va jusqu'au niveau des CPU, des puces qui sont fournies, et puis l'infrastructure pour gérer les données avec SageMaker Unified Studio. Au niveau des puces d'abord, sachez que la plupart des gens pensent IA égale NVIDIA, mais des GPU. Donc des GPU, ce sont des coprocesseurs qui viennent se mettre à côté des processeurs traditionnels des machines qui sont particulièrement optimisés pour faire du calcul matriciel ou vectoriel, ce que peuvent faire ces puces-là. AWS développe ses propres puces depuis de longues années et spécifiquement dans le domaine du machine learning, nous avons deux familles de puces, les Inferentia pour faire de l'inférence, donc répondre à des questions de machine learning, et les Trainium pour faire de l'entraînement. Un de nos clients a témoigné lors de la conférence AWS reInvent à Las Vegas en novembre l'année passée, c'est Apple qui est venu sur scène pour dire Apple Intelligence s'est entraîné avec AWS Trainium, ce qui leur permet de réduire les coûts par rapport à d'autres fournisseurs de GPU. Les gens qui déploient ça, c'est des gens plutôt qui font des modèles ou qui font des choses extrêmement poussées sur des modèles. La plupart de nos clients vont utiliser plutôt des modèles de l'étagère, comme on va le voir par la suite. La fondation des données, c'est super important d'avoir des données. Donc, il y a différents services qui permettent d'acquérir des données, de cataloguer des données, de mettre des métadonnées sur les données, donc les types, les droits d'accès, gérer la compliance des données. À partir de là, pouvoir nettoyer les données aussi, cleanser les données. Et à partir des données, pouvoir soit entraîner des nouveaux modèles, soit fine-tuner, comme on dit, customiser, personnaliser des modèles, tester ces modèles, les déployer. Tout ça, ça peut se faire dans un environnement intégré où vous pouvez donner l'accès à vos data engineers, vos data scientists. Ça s'appelle SageMaker. Donc ça, c'est pour les couches basses, que ce soit au niveau matériel ou au niveau gestion des données. Au niveau de l'IA générative, le service phare que je vais vous présenter un peu plus en détail après s'appelle Amazon Bedrock. Donc Bedrock, c'est un système entièrement managé, serverless, qui met à disposition des large language models de différents fournisseurs. En gros, si je dois très très fort résumer, c'est une API que moi, développeur, je peux utiliser pour invoquer un modèle de l'étagère, que ce soit Claude, Meta, les modèles d'Amazon ou d'autres, et puis faire des tas d'autres choses autour de ça, la personnalisation, le RAG, etc. On va parler de tout ça. De façon extrêmement sécurisée, parce que ces modèles ne partagent pas de données avec d'autres clients, et si vous personnalisez les modèles, ben le résultat, qui est votre propre modèle, ne sera pas partagé avec d'autres clients non plus. Ils sont chiffrés dans la région AWS que vous avez choisie. Comme j'ai expliqué avant, donc la sécurité et le privacy de vos données est vraiment au cœur de la conception d'Amazon Bedrock. Et ce qui est bien, c'est que c'est serverless, donc je n'ai pas à installer des machines Linux, mettre des drivers, CUDA, Python, m'assurer qu'il y ait des GPU, m'assurer de la haute disponibilité, etc. Non, ces modèles sont déjà préinstallés. J'y accède à travers une API. C'est des modèles de l'étagère. Je n'ai pas à gérer de serveur, je n'ai pas à gérer la scalabilité. Si un serveur tombe, ça peut arriver. Ben, c'est Bedrock qui se débrouille pour que le service soit disponible. Il a plusieurs serveurs, évidemment, des dizaines de serveurs, des centaines de serveurs disponibles à chaque moment donné pour que le service soit hautement disponible. On va rentrer dans Bedrock un tout petit peu après, dans la troisième partie, et puis je vous ferai une démo de Bedrock aussi. Et puis, sur le sommet de notre lasagne, on a le gratin, comme d'habitude. Le gratin, ce sont des applications qui utilisent de l'IA générative, essentiellement deux, mais qui portent le même nom.
enfin voilà, je peux m'étendre sur la stratégie de nom d'AWS, mais les deux s'appellent Amazon Q. Alors il y a Q Business et Q Developer. Q Business, c'est votre assistant, c'est un peu votre chat GPT personnalisé avec vos données, mais dans la sécurité de votre périmètre AWS, votre réseau, vos données. Il peut répondre à des questions sur base de documents privés internes à votre société, faire des résumés, créer du contenu sur base de documents privés. Il y a Q également qui se trouve pour la visualisation des données, donc QuickSight, là où avant il fallait taper des queries SQL, etc. Maintenant, vous pouvez dire, donne-moi les 3 départements qui ont généré le plus de ventes en avril, et il va, sur base des métadonnées associées aux données, générer le rapport, non seulement le SQL, mais aussi le beau rapport avec les graphes qui fonctionnent. Donc ça, c'est Amazon Q dans QuickSight. Il y a Q pour les développeurs, j'en ai déjà touché un mot, c'est cet agent de codage qui aide les développeurs à aller plus vite pour générer de la doc, générer des tests, générer du code, comprendre du code nouveau dans lequel on est exposé, migrer du code de vieux Java vers nouveau Java, de COBOL vers Java. Enfin voilà, moi j'écris beaucoup de code pour faire des démos et j'utilise Q Developer tous les jours, ça m'aide vraiment à aller plus vite. Et puis il y a des cas plus spécialisés comme dans Connect qui est un call center à ce service. Mais le futur, il est aussi dans ce que vous allez construire. Et aujourd'hui, ce que vous allez construire, c'est pas uniquement en utilisant des modèles de fondation. Vous allez utiliser des agents, comme la complexité des outils, des applications grandit, et que vous avez déjà toute une série d'API et de fonctions que vous pouvez appeler dans vos différentes applications. Eh bien, les agents, c'est ce qui permet d'intégrer vos applications existantes, vos API existantes à des large language models. Et donc, les agents peuvent servir à orchestrer des tâches, c'est-à-dire je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça, de découper en une séquence logique, là où vous auriez dû coder un workflow avant. Un large language model peut faire ça très très bien en disant juste, voilà les API que j'ai à ma disposition, voilà la tâche à faire, comment le faire. Et c'est le large language model qui va dire à l'agent, appelle cette API, donne-moi le résultat, puis appelle cette API, etc. pour faire de l'automatisation de workflow. Le monde est multimodal aussi, vous ne serez pas uniquement en texte, mais il y aura des images, il y aura du texte, de la voix, de la vidéo, donc favoriser les modèles multimodaux. Et puis l'utilisation surtout de plusieurs modèles, il n'y a pas un modèle qui va réussir à faire toutes les tâches. On voit aujourd'hui, il y a des small language models, des petits language models, il y a des modèles qui deviennent de plus en plus spécialisés pour la création de vidéos, de tâches, d'images, souvent dans les workflows d'entreprise. Aujourd'hui, on voit plusieurs modèles. J'utilise un modèle pour créer un prompt, pour prompter le modèle suivant. C'est des choses qui sont extrêmement courantes aujourd'hui. On vit dans un monde où un modèle ne correspond pas ou ne va pas satisfaire à tous vos besoins. Et puis, continuer de vous solidifier autour des régulations, des standards, la gestion de risques et la gestion des données privées, j'en ai déjà parlé. Un tout petit peu. Donc ça, c'est le futur tel qu'on voit, les agents, le multimodal, l'utilisation de plusieurs modèles. Et le futur pour vous, c'est quoi? C'est commencer par choisir le bon cas d'utilisation. Alors, le bon cas d'utilisation, il peut y en avoir plein en fonction de plein de critères comme la faisabilité, le budget. Choisissez des cas d'utilisation qui ont un fort impact, qui soient à bas risque si possible, où vous avez des équipes disponibles, où vous pouvez vous faire aider. Et puis, adopter une méthodologie pour choisir le bon use case aussi. Dans la liste de tous les projets que vous avez en tête, il y a des projets qui sont plus faciles à faire que d'autres, il y en a qui ont plus d'impact sur le business que d'autres. Essayez de les grouper en cadrans et d'aller choisir, pour commencer en tout cas, les projets à haute valeur ajoutée et faible risque, haute faisabilité. Centrez vos réflexions sur l'humain et le training avec Fastlane, avec nos partenaires, avec Skill Builder, entraîner, former les gens
Il vaut mieux avoir des gens compétents autour de soi que pas. Ça a l'air un peu idiot ce que je dis comme ça, mais c'est tellement vrai. Et puis, passer du stage Proof of Concept, qui est relativement facile à faire aujourd'hui, parce qu'il y a plein de frameworks, il suffit de quelques lignes de code pour avoir déjà des résultats qui sont bluffants, mais utiliser les conseils des experts AWS pour vous aider, et surtout passer à l'échelle. Il y a plein de solutions sur la marketplace AWS. J'ai déjà parlé de Use Case Explorer. Il y a des certifications que vous pouvez passer aussi, et on va en reparler un tout petit peu après. Et puis, on a des tas de partenaires de consulting dans le monde qui peuvent vous aider. Donc, restez curieux, soyez ouverts à des nouvelles idées business, à des nouveaux use cases, soyez flexibles, agiles, rapides. Dites-vous que ce qui a fonctionné pour votre voisin ne marchera pas nécessairement pour vous. Chaque business est unique, chaque jeu de données est unique. Donc, regardez les exigences de votre entreprise. Et puis, écoutez les feedbacks de vos clients, écoutez les feedbacks de vos employés et itérez. Quand vous atterrissez, quand vous délivrez votre premier projet en production, c'est pas la fin, c'est le commencement. C'est là que vous allez vraiment avoir des retours de vos clients, et c'est à partir de là que vous pourrez construire des solutions encore meilleures pour elles. Est-ce qu'il y a des questions ? Cynthia ou Denis? Alors, on n'a pas eu de nouvelles questions dans le chat à ce Parfait. stade. Tu vas Accrochez pouvoir vos passer ceintures, à la j'accélère. démo. C'est parti. Je vais parler de Bedrock avec une démo. J'en ai déjà un tout petit peu parlé de Bedrock. Donc Bedrock, c'est ce service serverless managé qui donne accès à des dizaines de modèles de l'industrie. Ceux d'Amazon évidemment, mais ceux de Meta, ceux de Mistral, d'Anthropic, donc Claude, Cohere, DeepSeek est disponible aussi. C'est le seul endroit où vous pouvez trouver les modèles d'Amazon, mais on pourrait faire une présentation complète sur les modèles texte, images. Je vous ferai une petite démo d'Amazon Nova. Et de faire des choses plus avancées dont je parlerai dans la quatrième partie, le RAG, du fine-tuning et du continued pre-training. Bedrock est disponible aujourd'hui dans la plupart des régions AWS, y compris en Europe, y compris à Paris. Alors tous les modèles ne sont pas disponibles partout, il faut regarder avant, mais quels que soient vos besoins en matière de proximité de vos clients, vous pouvez utiliser Bedrock. Je vais aller un peu plus vite sur certains outils parce que je vais vous montrer ça dans la démo et je veux garder du temps. Je vois qu'il est déjà passé 11 heures. Vous pouvez importer vos modèles dans Bedrock aussi. Donc, vous pouvez soit prendre un modèle d'un fournisseur qui n'est pas sur Bedrock, sur Hugging Face par exemple. Hugging Face, c'est un espèce de GitHub de répertoire de modèles open source, en tout cas ouvert en matière d'utilisation. Vous pouvez entraîner votre propre modèle avec SageMaker et puis le déployer sur Bedrock. Comme ça, vous n'avez pas à gérer l'infrastructure des machines. Et puis, il y a des tas d'outils dans Bedrock pour optimiser vos coûts. Donc, Bedrock, comme c'est serverless, vous ne payez pas un prix fixe, vous payez à la demande. C'est-à-dire, c'est au nombre de tokens qui sont envoyés ou répondus par un modèle. Ça, c'est très bien pour prototyper quand vous ne connaissez pas votre consommation. Ça peut être un peu plus cher. Les autres modèles à la demande d'Amazon sont comme ça aussi, que ce soit Lambda ou DynamoDB. Très bien en phase de prototypage, mais une fois qu'on sait la capacité qu'on a besoin, il vaut mieux passer sur un autre mode de facturation qui s'appelle le Provision Throughput, où vous vous engagez à réserver une certaine capacité pour une période de temps, et en échange de ça, le prix par token est beaucoup plus bas, mais vous engagez sur une période de 3 mois, de 6 mois ou d'un mois. Non, je ne crois pas qu'il y a 3 mois, c'est 1 mois ou 6 mois, que vous l'utilisiez ou que vous ne l'utilisez pas. Donc ça, c'est la différence à on-demand. On-demand, si vous n'utilisez pas, vous payez 0. Quelques fonctionnalités que j'aime particulièrement dans Bedrock, c'est la capacité de router les prompts de façon intelligente. Donc, plutôt que d'envoyer un prompt à un modèle spécifique, en fonction de la complexité du prompt, il peut décider d'envoyer à un modèle plus petit dans la même famille, par exemple Claude Sonnet plutôt que Claude Opus, parce que Claude Sonnet va répondre plus vite et c'est moins cher. Et puis, si la demande est plus compliquée, le système peut envoyer à Claude Opus, qui lui vous coûtera un peu plus, mais qui sera capable de gérer des tâches plus complexes. Et puis, s'il y a souvent des prompts qui reviennent encore et encore, il y a un système de caching de prompts aussi. Si le prompt est le même, la réponse sera cachée de manière à ne pas devoir réinterroger le large language model. Les clients qui ont adopté
adopté ça voient des fortes réductions en latence. Ça répond plus vite forcément puisque la réponse vient du cache et des réductions de coûts jusqu'à 90%. Forcément, enfin, c'est comme quand on met un cache devant sa base de données, ça permet de réduire le trafic qu'il y a sur la base de données. Une autre fonctionnalité que j'aime beaucoup dans Bedrock, c'est la gestion des prompts, puisque faire un prompt, c'est la question qu'on va poser au Large Language Model. Et souvent, ces prompts, ils vont évoluer au fil du temps. C'est un peu comme une query SQL sur un système d'analyse. On fait une première version et puis on va itérer. Donc, on doit garder des versions de nos prompts, comme on garde des versions de nos queries SQL. On doit les comparer. Tiens, quel est celui qui performe le mieux? Est-ce que c'est la version 1 ou la version 2? Et donc, il y a un système de gestion de prompts où on peut éditer son prompt, on peut les versionner, on peut les tester sur différents modèles, on peut comparer le résultat de deux versions d'un prompt ou du même prompt sur deux modèles différents pour voir quel est le prompt le plus adéquat pour les résultats qu'on veut obtenir. Et tout ça, évidemment, se fait dans le respect de vos données. Vos données ne sont jamais partagées avec d'autres clients ou avec quiconque, même pas avec AWS. Vos données ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles, puisque ces modèles sont déjà entraînés par d'autres fournisseurs qu'AWS. Donc, les données restent dans la sécurité du périmètre de votre compte AWS, de votre VPC. Vos données sont encryptées, sont chiffrées, en transit et au repos, et vous contrôlez la clé qui sert à générer les clés de chiffrement. Bedrock est certifié d'ailleurs PCI DSS, FedRAMP, SOC 1, 2, 3, HIPAA qui est l'équivalent d'HLS pour les États-Unis. Voilà, en deux mots, ce que c'est Bedrock, et je voudrais vous le montrer plutôt que en parler. Donc, je vais vous montrer en deux temps. D'abord, j'arrête de partager mon écran et je vais aller chercher la console de Bedrock sur Firefox. J'espère que je suis toujours authentifié. Je me suis authentifié avant. Ouais, ça va. Ça a l'air d'être bon. Est-ce que vous voyez ma console? Allô, allô? Oui, c'est bon. Ah oui, je vois des Oui, petits pouces Sébastien, vers le haut et tout. on Ok, voit ta console. cool. Donc ça, c'est la console de Bedrock. C'est un des 300 services d'AWS. Ici, je suis sur Bedrock en Irlande, mais vous voyez que Bedrock est disponible dans d'autres régions du monde aussi. Il y a une première page d'atterrissage. Ça doit être très frustrant de travailler sur cette page-là parce que c'est la page que personne ne lit, où il y a différents textes et des liens, etc. On peut voir les fournisseurs de modèles built-in dans Bedrock, Amazon, Anthropic, donc Claude, Cohere, Meta, Mistral, le modèle français, mais le catalogue de modèles sur la marketplace est beaucoup plus grand. On peut voir les modèles de DeepSeek, par exemple, ou Darcy, les Small Language Models dont je parlais, sont disponibles également. Donc Bedrock, je répète, c'est un outil pour les développeurs. Ce n'est pas un outil à mettre dans les mains de vos utilisateurs finaux. Essentiellement, c'est une API que les développeurs vont pouvoir utiliser pour envoyer des données à un large language model et pouvoir récupérer les résultats sans avoir à gérer l'infrastructure autour de ces large language models. Mais pour que les développeurs ou que vos prompt engineers ou data models puissent travailler avec, il y a dans Bedrock ce qu'on appelle des playgrounds, ici sur la gauche. Les playgrounds, c'est des bacs à sable pour pouvoir expérimenter. Et il y a deux playgrounds que j'aimerais bien vous montrer. Le premier, c'est celui de chat ou de texte. Donc, je choisis si je veux faire un prompt simple ou une conversation. Je choisis le modèle. Par exemple, je peux prendre, on va commencer avec Amazon Lite, par exemple, Nova Pro. Il y a toute une série de paramètres techniques que les développeurs peuvent utiliser, comme la température, ce qui va générer un peu la créativité du modèle. 0, il va répondre quasiment toujours la même chose. 1, il va être très, très créatif. Et on peut lui envoyer un prompt, Who are you? Et voir la réponse. Donc, de nouveau, ce chat n'est pas destiné à être le produit que vous mettez dans les mains de vos clients, mais des produits que vous mettez dans les mains de vos data scientists, de vos data engineers, pour qu'ils puissent évaluer un modèle. Ici, on voit que ça a consommé 65 tokens en entrée, 40 en sortie. Là, on voit la latence. On peut comparer différents modèles pour voir quel est le modèle qui va fournir la réponse la plus adéquate pour un prompt. What is the best tourist attraction to visit
in Paris. Je pourrais lui parler français aussi, je ne sais pas pourquoi je lui parle en anglais, c'est parce que j'ai l'habitude. Et on voit que Nova Pro est beaucoup plus grand, il met beaucoup plus de temps, 4 secondes contre 1 seconde et demie. On voit que les réponses ne sont pas structurées de la même manière. Eiffel Tower, Louvre, mais en revanche, c'est la même chose. Notre-Dame, Montmartre, à partir de là, il diverge, c'est plus le même, etc. Donc, c'est un playground, c'est un endroit pour les développeurs pour expérimenter avec les modèles, pour qu'ils puissent voir comment les modèles se comportent, pour tester, évaluer des prompts éventuellement, on peut attacher des fichiers, etc., etc. Alors, il y a le chat playground, mais il y a le chat image également. Donc, si je choisis un modèle de génération d'images comme Canva, je peux lui demander de me générer une image, je ne sais pas, pour rester dans le thème, la tour Eiffel sous le soleil en hiver. Je ne sais pas s'il va comprendre en hiver. De nouveau, je vois l'ensemble des paramètres de l'API et en tant que développeur, je peux expérimenter avec différents paramètres, ce qui me permet de choisir mes bons paramètres maintenant dans la console et puis dans le code, de pouvoir directement utiliser le code. Je peux voir la requête API qui a été faite. Donc, je vois aussi le format JSON qu'il faut envoyer à l'API. Donc, si je suis développeur, ça m'aide à préparer mon code. On peut contraindre des images par rapport à une autre. Je donne une image de base et sur base de cette image de base, je demande d'enlever quelque chose, d'ajouter quelque chose, etc. Et puis, on a les modèles de génération de vidéos également, qui font des petits clips de quelques secondes, 5 secondes pour le moment. Ça prend un peu plus de temps. Un panoramique de la tour Eiffel vue d'un drone en plein hiver. Alors là, ça va prendre un peu plus de temps, il faudra attendre un peu. On voit que le job a été mis en file d'attente là. Ça va prendre quelques minutes. Il va générer la vidéo sur S3 et après, je pourrai voir la vidéo qui est générée. Là, c'était un petit test que j'avais fait l'autre jour. J'avais demandé un panoramique autour d'une assiette, d'un plat de frites. Je ne sais pas, je devais avoir faim à ce moment-là. Mais les vidéos sont assez bluffantes de réalisme. On peut la télécharger, évidemment, l'inclure dans ces projets, définir où elle va être stockée sur S3. Donc, je répète, ce n'est pas un chat à mettre devant vos employés, vos clients. C'est un outil pour les développeurs qui peut aussi générer, et je vais en parler après, des knowledge bases, du prompt management, j'en ai parlé, donc garder votre historique de prompts et comparer des prompts, versionner des prompts, mettre en place des filtres, ce qu'on appelle des barrières de sécurité en sortie pour s'assurer que les modèles ne génèrent pas d'insanité, ou utilisent des mots qui sont interdits, par exemple, par vos règles d'entreprise. Il est quelle heure? J'ai combien de temps? Je voudrais encore vous montrer une chose avec la ligne de commande plutôt. Il faut que je reprenne Teams, j'arrête le partage et je change d'application. Je vais dans un éditeur de code. Donc là, vous devez voir un éditeur de code. Je sais bien que vous n'êtes pas nécessairement codeur, mais je veux vous montrer la simplicité d'interagir avec un modèle. En gros, ici, c'est du code écrit en Python. Je crée un client qui va parler dans une région. Je lui dis quel modèle je veux invoquer. Je lui passe mon prompt, donc l'entrée de l'utilisateur, ma question. J'appelle le modèle. Et puis, je récupère une réponse, et dans la réponse, il y a plusieurs champs. Je vais aller chercher le champ qui contient la réponse, et je vais afficher le texte. Donc, interagir avec Bedrock, c'est aussi simple que ça. Et ici, je vais le faire avec Llama, mais je voudrais le faire avec un Llama un peu brut de fonderie, c'est-à-dire un Llama qui n'est pas réglé spécifiquement pour faire des questions-réponses. Un large modèle, un foundation model, c'est un engin statistique qui est entraîné pour donner le prompt, le token, le mot le plus probable dans une phrase. Donc, si je dis « Hello, how are you ?», il va me sortir, si je ne fais rien d'autre que ça, il va me sortir les mots les plus probables après cette phrase-là. Ici, c'est Llama, comme vous avez vu. Et vous voyez qu'il ne me répond pas « je vais bien, merci », c'est quoi votre question? Le token le plus probable après ça, c'est un point d'interrogation.
Et puis il continue, I'm a student, I'm currently studying at the university. Donc il divague complètement, il sort statistiquement des tokens probables après tout cela. Si je veux dire à un modèle qu'il doit faire du chat, vraiment, et travailler dans un contexte de chat, avec Llama, je dois lui donner un format de ma question extrêmement spécifique qui est documenté par Meta, par Llama. Par exemple, ici, le format est un peu barbare. Il est marqué Begin of Text, Start Header ID, User, donc c'est l'utilisateur qui parle. Ça, c'est ma question. Et puis, je dois dire End of ID, Start Header ID, assistant, pour lui dire maintenant, c'est à toi de parler. C'est la manière de Llama de dire, voilà, ça, c'est la question de l'utilisateur. Maintenant, c'est l'assistant. Et Llama a été entraîné, fine-tuné, pour reprendre le mot exact que j'expliquerai après, pour démarrer un mode conversationnel sur base de ce format de questions. Et en tant que développeur, c'est très important de connaître ces formats de questions, parce que sinon, vous avez vu la réponse de Llama. Mais ici, si je formate ma question de cette façon-là, « Hello, how are you ?», la réponse va être très différente, parce qu'il a été entraîné, tuné pour de la conversation. Et donc, il va me dire, « Hey, je suis content de partager avec vous. How are you going today ?» Et ça, c'est beaucoup plus proche de l'expérience que vous avez sur ChatGPT. En revanche, il n'a pas, en principe, à moins que j'espère que je ne me trompe pas, je ne devrais pas faire des démos. Voilà. What was, on va faire différent. What was my first question? Quelle était ma première question? Il dit, c'est le début de notre conversation, vous n'avez pas encore posé une question. C'est pas vrai, je lui ai posé une question là, je lui ai posé une question là. Donc un large language model n'a pas de mémoire d'une conversation si le développeur ne lui donne pas. Donc c'est la responsabilité de développeur de garder l'historique de toutes les questions, les réponses qu'on fait au modèle et de lui renvoyer à chaque question, je lui renvoie tout l'historique de manière à ce qu'il sache de quoi on parle. Alors j'ai une démo ici où il y a un chat avec historique justement. Converse API System Run Conversation History, c'est l'exemple 5, par exemple, pour prendre l'exemple avec toujours Llama. Alors, il nous fait toujours aller à travers le code. Je ne veux pas vous montrer le code, mais l'idée, c'est vous montrer. Voilà, ça, c'est un exemple de code maintenant. Je suis dans un autre scénario, ici dans le module 2.5, dans un autre scénario de code où je vais envoyer tout l'historique de ma conversation au modèle. Et donc, je peux dire « Hello, how are you ?» D'abord, on est sur un template de conversation, donc il répond comme la conversation. Et on va même changer de langue. Quelle était ma première question? Et ici, comme le programme est là à l'écran, on lui envoie l'historique de ma conversation, il devrait se souvenir, mais il ne se souvient pas. C'est peut-être parce que je n'ai pas pris le bon exemple, mais l'idée, c'est si on lui envoie l'historique, il devrait être capable de répondre comme le fait ChatGPT. Ah voilà, c'était l'exemple 7 qu'il fallait faire. Donc juste pour le plaisir d'avoir une démo qui fonctionne, je vais quand même vous faire tourner l'exemple 7, parce que c'est celui-là qui maintient l'historique de la conversation. Qui es-tu? Un assistant de voyage amical, probablement parce que celui-là a été programmé pour faire des questions sur le voyage. Quelle est ma première question? Ça marche pas non plus. Ok, j'aurais dû tester ça avant, mais vous avez l'idée de l'historique. Il faut garder l'historique des conversations. Sébastien? Oui, j'écoute, On je a prends une les petite questions pendant que je change d'écran, voilà. etc. Alors, Otto nous demande, c'est une autre application ce workshop ou un menu de Bedrock? Non, ce workshop, c'est un workshop, c'est du code que nous avons développé dans mon équipe pour initier les développeurs à Bedrock. Il est disponible sur GitHub pour tout le monde. Je peux vous partager le lien sur GitHub. Je peux vous partager le lien dans le chat sur GitHub si vous voulez regarder le code. C'est un bon moyen de regarder comment utiliser à partir de Python des large language models. Le chat est où? Tout le monde voit le chat si je tape dans le chat? Oui, oui. Ok. Voilà le lien vers ce workshop. Retour. Non, c'est pas le bon écran, pardon. Retour à mes slides pour la dernière partie
qui est justement cet aspect un peu plus avancé. On va parler de RAG, expliquer c'est quoi du RAG, c'est quoi du fine-tuning et du continued pre-training. J'ai 35 minutes, d'habitude je fais ça en 45 minutes, donc je vais peut-être aller un peu plus vite sur certains trucs pour laisser du temps aux questions aussi, c'est important. Je vous fais grâce de l'intro là, je vais directement là. Les modèles de fondation, les large language models, sont basés sur un papier de recherche fait par Google il y a 7 ans qui parle d'attention et qui construit une nouvelle architecture basée sur les réseaux neuronaux qui s'appelle l'architecture des transformers. Alors, c'est pas nécessaire de comprendre comment ça fonctionne, il faut juste retenir 2 choses. C'est que dans les large language models, il y a 2 familles. Il y a les encodeurs et les décodeurs. Les encodeurs, leur job, c'est de prédire le mot suivant dans une phrase. Pardon. Les encodeurs, leur rôle, c'est de convertir une phrase en une représentation mathématique, qu'on appelle un vecteur. Donc, c'est une suite de chiffres. Peut-être que vous vous souvenez de vos cours de maths. Un vecteur, dans un espace à 2 dimensions, c'est 2 coordonnées, 2 points. Donc, c'est la distance entre 2 points. Eux, ils travaillent sur des centaines, voire des milliers de dimensions. Donc, ils créent des vecteurs qui disent, voilà, si Paris est la capitale de la France, ça crée un vecteur. Il y a une capacité un peu magique dans ces vecteurs, c'est que si 2 phrases ont la même signification, parlent de la même chose, même s'il n'y a pas de mots en commun, comme ils ont été entraînés sur un ensemble de phrases et de textes, ils ont appris à reconnaître des liens entre 2 sujets, la sémantique des sujets. Donc, si 2 phrases disent à peu près la même chose, par exemple, Paris est la capitale de la France et la Tour Eiffel a été créée, je ne sais plus, j'ai oublié la date, en 1700 ou 1800 et quelques, les vecteurs qui vont être produits pour ces 2 phrases qui n'ont pas de mots en commun vont être des vecteurs qui sont relativement proches dans leur espace vectoriel. Donc, si c'est un espace vectoriel à 2 dimensions, c'est 2 droites qui sont proches l'une de l'autre. Et ça, des ordinateurs, ils peuvent calculer très facilement la distance entre 2 vecteurs. Donc, retenez cette caractéristique-là, on utilisera ça un peu plus tard tout à l'heure. Mais donc, les encodeurs, ils prennent une phrase et à partir d'une phrase, ils créent des vecteurs qui portent une notion de sémantique. Ils savent de quoi on parle parce que 2 phrases proches l'une de l'autre qui parlent de la même chose auront des vecteurs qui sont proches l'un de l'autre. Et c'est 1859, la bonne date pour la Tour Eiffel. Les décodeurs, eux, c'est une autre famille. Les décodeurs, eux, ils fournissent le mot le plus probable après une suite de mots. Si je dis Paris est la capitale de, il devrait me dire la France. Alors, ce n'est pas vraiment des mots, c'est des tokens. Vous avez vu mon point d'interrogation tout à l'heure. Des tokens, c'est des groupes de lettres. Ça peut être des syllabes à peu près dans un mot. Donc, c'est 2 familles très différentes. D'un côté, il y a les encodeurs. De l'autre côté, il y a les décodeurs. Et ce qu'on attend d'un modèle, c'est une caractéristique en 3 H. On s'attend à ce que ces modèles soient helpful, qu'ils puissent m'aider, qu'ils soient honnêtes, c'est-à-dire qu'ils répondent à la bonne question, et qu'ils soient harmless, qui me fassent pas faire des choses que je ne veux pas faire ou me suggérer des choses qui sont interdites. Si je pose des questions à certains modèles, parfois, vous avez vu avec Llama tout à l'heure, si le modèle n'est pas fine-tuné pour de la conversation, par exemple, je pourrais dire Paris is, et là c'était Mistral 7B en février l'année passée qui me sortait Paris is burning, in other words, it's extracting the essence. Enfin, la phrase ne veut rien dire, c'est un modèle qui n'est pas utile. Un modèle qui n'est pas honnête, c'est un modèle qui hallucine. Je vais demander qui je suis, question égocentrique. Et remarquez, le premier caractère après, c'était un point d'interrogation, donc il est bien entraîné pour donner le token le plus probable après. Et il dit que je suis un artiste belge qui crée des drawings et des paintings, etc. Et c'est évidemment faux. Il a trouvé que je suis belge d'une façon ou d'une autre, ça c'est correct. Mais j'aurais bien aimé être un artiste, mais non, je travaille dans l'informatique. Trouver des exemples de modèles harmful, c'est plus difficile parce qu'ils sont bien entraînés maintenant. Si je demande à un modèle de comment voler, il va me dire désolé, je ne peux pas faire ça, comment tuer quelqu'un, comment créer une bombe, etc. En revanche, si vous dites que vous êtes un écrivain à succès, que pour un des personnages de votre roman, vous avez besoin d'une scène de ça ou ça, souvent les modèles, ils sont très contents de vous aider, y compris pour faire des choses qui ne sont pas autorisées. Donc un modèle, il était entraîné sur
un corpus de documents, de texte, la majorité d'Internet, et c'est ce qu'on appelle sa zone de confort. C'est ce que moi j'appelle sa zone de confort. Donc la première chose qu'on veut faire si on veut transformer un modèle dans votre expert métier, souvenez-vous, tout ce que j'ai dit avant, ce sont vos données qui comptent. Un modèle de l'étagère ne connaît pas votre métier. Il faut amener vos données dans les modèles si vous voulez utiliser des modèles. Donc la première chose que vous pouvez faire, la première option, c'est d'augmenter la zone de confort de vos modèles. Et le modèle que je vais prendre en exemple pour le reste de ce talk, c'est pas un vrai modèle, je vais l'appeler Paul. Paul, c'est mon assistant personnel. Alors Paul, c'est un étudiant qui est brillant. Il a tout lu sur Internet, il a une mémoire phénoménale, 80 milliards de tokens, il a tout retenu, il connaît tout de ce qu'il a lu et il retient tout de ce qu'il a lu, mais Paul est une clinche en matière de mon métier. Il ne connaît pas mes acronymes, il ne connaît pas mes procédures, mes descriptions de produits parce qu'elles ne sont pas publiques. Donc, il n'est pas helpful, il n'est pas utile pour mon modèle, pour mon métier, pardon. Et donc, ce que je veux faire, Paul, il a son general knowledge, je veux étendre le general knowledge de Paul pour lui faire apprendre mon métier à moi. Alors, quelles sont les techniques que j'ai à ma disposition? La première technique que j'ai, c'est de renvoyer Paul à l'école. Je renvoie Paul sur les bancs de l'école, je vais lui donner toutes mes procédures internes, mes descriptions de produits, mes acronymes, etc. Et on va continuer son entraînement, puisqu'il a déjà eu un entraînement. Cette séquence s'appelle le Continued Pre-Training. Donc le Continued Pre-Training, ça consiste à prendre un modèle de l'étagère et lui injecter plus de données, donc continuer son pre-training. Alors pourquoi on appelle ça du pre-training? C'est parce que les vendeurs de modèles, comme Amazon, comme Meta ou Anthropic, considèrent que ce qu'ils font, c'est du pre-training, que si vous voulez utiliser le modèle pour quelque chose d'utile après, il faut continuer ce pre-training pour faire un modèle complètement entraîné. Donc on va ingérer des milliers, des millions, des milliards de données dans ce modèle. Souvent, le modèle, comme je vous l'ai dit, il a été entraîné avec tout ce qui est public sur Internet. Et là, on va lui rajouter des données confidentielles, des données de votre propriété intellectuelle ou des données que vous achetez, que vous licenciez à des fournisseurs, peut-être des données personnelles de vos clients, etc. Bref, des données qui sont spécifiques à votre domaine pour continuer le pre-training. À la fin, vous n'aurez pas Paul, vous aurez un Paul 2, un Paul bis, c'est un autre modèle. Techniquement, c'est un autre fichier qu'il va falloir déployer quelque part, maintenir, etc. Donc le continued pre-training, ça très très bien quand vous avez beaucoup de données et que vous voulez adapter un modèle à un domaine métier spécifique. Il peut ingérer à peu près n'importe quel type de document, des PDF, des documents Word, des documents HTML, du texte, etc. Et ça commence à marcher si vous avez quelques milliers de tokens, mais ça peut aller jusqu'à des milliards de tokens. Évidemment, ça coûte assez cher parce que d'abord, il y a le temps de préparation des données, il y a le temps d'entraînement, ça peut être des heures au minimum, des jours, des semaines, ça dépend de combien de tokens vous allez rajouter dans le modèle. Et puis, une fois que vous avez ce modèle, il faut le déployer, il faut le mettre sur des machines, il faut que ça soit hautement disponible, etc. Vous pouvez le déployer dans Bedrock, mais dans Bedrock, le coût va être relativement élevé aussi par rapport au modèle de l'étagère parce que l'infrastructure qu'on va créer sera uniquement pour vous et pour personne d'autre. Donc, le pre-training fonctionne bien avec des données non labellisées. Pour certains cas d'utilisation, ça ne garantit pas l'absence d'hallucination parce qu'on va juste rajouter des mots et du vocabulaire dans le modèle, mais si on lui pose une question sur quelque chose qu'il ne connaît pas, il risque toujours d'halluciner. Dans Bedrock, vous pouvez customiser et continuer le fine-tuning, le pre-training dans la console. Donc dans Foundation Model, vous choisissez personnaliser les Foundation Models. Ensuite, en bas à droite, vous dites je veux créer un job de pre-training, vous donnez un nom à ce job, une configuration à ce job, vous donnez quelques paramètres. Le paramètre essentiel, c'est S3, c'est-à-dire où sont les données à ingérer. Et puis, vous cliquez sur OK et vous attendez quelques heures, quelques jours en fonction de la quantité de données. Et à la fin, vous avez un nouveau modèle que vous pouvez déployer. Donc ça, c'est une technique de customisation. Ce n'est pas la plus courante, c'est pour des besoins vraiment spécifiques. C'est le pre-training. Que puis-je faire d'autre avec Paul pour continuer à l'entraîner? Imaginez que je veux que Paul devienne un agent conversationnel pour faire le support client dans mon entreprise. Plutôt que de le renvoyer sur les bancs de l'université, je pourrais simplement l'envoyer au sein de mon équipe de support, s'asseoir à côté des agents de support et écouter comment il converse avec les clients. Ça, c'est une technique qui s'appelle le fine-tuning.
C'est-à-dire, je ne vais pas lui apprendre quelque chose de nouveau, je ne vais pas rajouter de la connaissance dans le modèle, mais je vais le biaiser pour qu'il réponde d'une certaine façon. Parce que si Paul est à côté de mes agents de support tout au long de la journée, il va apprendre un peu le cérémonial d'ouverture et de fermeture d'une conversation de support. Bonjour, je suis machin, votre agent de support aujourd'hui. Comment puis-je vous aider? À la fin, merci d'avoir contacté la société machin. J'espère que vous êtes content du support que vous avez donné. Vous allez recevoir une enquête de satisfaction à la fin, etc. Vous savez, il y a ce cérémonial d'ouverture et de fermeture des appels au support. Puis il y a les questions fréquemment posées. C'est toujours les mêmes questions avec les mêmes réponses qui reviennent dans 80% des cas, etc. Et donc, on va pouvoir changer un modèle de l'étagère ou un modèle qui a été pre-trained pour qu'il réponde plutôt d'une façon que d'une autre. En gros, techniquement, on change les poids statistiques. C'est comme si on avait des tas de boutons de réglage sur notre modèle et on va changer certains réglages dans le modèle sans lui apprendre plus de vocabulaire ou plus de contenu. Donc ça s'appelle le fine tuning. Ça marche bien quand on veut apprendre un ton spécifique, un style spécifique. Ça marche avec des données labellisées, c'est-à-dire on ne peut pas ingérer des documents PDF bruts. Il faut que les données soient préparées avec questions-réponses, questions-réponses, questions-réponses au format JSON. Donc ça peut prendre pas mal de temps à préparer les données. On a des clients qui utilisent des large language models pour générer des jeux de données synthétiques aussi avec cela. Et ça marche à partir de très peu de questions. Je vais vous montrer dans la démo juste après. Avec quelques centaines, quelques milliers de questions, on a déjà des résultats très, très, très intéressants. Et donc ça coûte beaucoup moins cher parce que le fine-tuning va plus vite que le pre-training. Et puis, mais ça coûte toujours cher parce qu'à la fin, on a toujours un modèle bis. C'est plus un modèle de l'étagère, c'est un modèle spécifique pour vous qui doit être déployé uniquement pour vous, soit sur vos machines, soit dans Bedrock. Alors, pour vous faire une démo, j'ai besoin d'un jeu de données. Donc, j'étais sur un repo de données qui s'appelle Kaggle et j'ai trouvé un jeu de données qui sont des questions-réponses de support NVIDIA. C'est exactement ça que j'avais besoin pour cette démo. Mais regardez la taille, c'est 1,83 mégabytes et 6000 questions labellisées. Donc, on ne parle pas de pétabytes de données ici, hein, c'est 1,83 mégabytes. À l'époque où on avait des disquettes, ça tenait quasiment sur une disquette. Alors, de nouveau, je l'ai un console Bedrock. Je dis de créer un job, cette fois-ci de fine-tuning, pas de continual pre-training. Et comme avant, je donne un nom à ce job. Et surtout, je donne un bucket S3 où se trouvent mes données à ingérer. Ensuite, je laisse tourner le système. Ça dure un certain temps. Et puis, donc ici, j'ai fine-tuné Amazon Nova Micro. Et j'essaye de lui poser une question avant le fine-tuning, donc le modèle de l'étagère, le même modèle pour tout le monde. Et je demande c'est quoi un hybridizer. Et il me dit que c'est une personne qui est spécialisée dans la création de nouvelles variétés de plantes en faisant des crossbreeding, donc c'est pas des inséminations, je ne sais plus comment ça s'appelle en botanique, mais j'ai oublié le nom, enfin bref, pour créer des nouvelles types de plantes par croisement de données, par croisement de plantes existantes. Si je pose la même question au modèle qui était fine-tuné avec le jeu de données d'NVIDIA sur les produits d'NVIDIA, il se trouve qu'un hybridizer, c'est un compilateur d'Altimesh qui permet de la programmation des GPU et des accélérateurs en utilisant du code C# et .NET. Donc le même modèle fine-tuné avec moins de 2 mégabits de données va me donner la réponse. C'est une connaissance qu'il avait déjà, mais statistiquement, on a changé les poids statistiques pour qu'ils répondent plutôt ça plutôt que l'autre réponse. Donc ça, c'est le fine tuning. C'est la deuxième technique que je voulais partager avec vous. J'espère que vous me suivez toujours. Je sais que c'est dense en information. Troisième, il y a une vidéo de ce talk, si vous voulez le revoir au ralenti. Vous pouvez le voir. Je vous partagerai la vidéo après. Troisième technique que je voudrais partager avec vous. Jusqu'à présent, on a Paul, mon modèle, qui a sa connaissance générale, les tâches qu'il est capable de faire, et on a essayé de voir si on pouvait étendre la zone de confort de mon modèle. Dans les deux autres techniques que je vais parler après, on va garder le modèle tel qu'il est. Donc, je vais garder mon modèle de l'étagère. Nova, Llama, Claude, mais je vais lui donner des outils pour qu'il soit mieux capable de me répondre. Okay ? Le premier outil, c'est peut-être de ne pas entraîner le modèle pour faire des choses différentes, mais c'est m'entraîner moi
moi qui lui pose des questions pour apprendre à moi à poser des questions plus pertinentes au modèle pour qu'il me réponde mieux. Par exemple, j'écris beaucoup de blogs pour Amazon. Et une des questions que je me pose souvent quand j'écris des blogs en anglais, c'est est-ce qu'on écrit open source avec un tiret ou sans tiret? Si je pose cette question comme ça, sans aucun contexte, à un modèle, là, de nouveau, c'est Nova Micro, il me dit bah, c'est un peu l'un, c'est un peu l'autre, je ne sais pas trop, ça dépend du contexte, etc. Bref, c'est une réponse qui n'est pas utile. Elle est correcte, mais elle n'est pas utile. Alors, ce que je fais, je vais prendre on a un document chez Amazon qui s'appelle le Style Guide, le guide de style quand on écrit des textes pour Amazon. Et je vais aller copier ce gros document qui fait 150 pages et je vais poser ma question différemment. Je vais, en fonction des définitions qui sont entre telle et telle balise, est-ce que je dois écrire open source avec ou sans tiret? Et puis, je lui copie-paste tout mon document. Et là, il va me faire une réponse beaucoup plus correcte. Il va me dire, basé sur la définition que vous devez écrire open source sans tiret. Et le document que vous avez collé dit aussi qu'il ne faut pas utiliser open source avec un tiret, open source attaché ou open source avec un O et un S majusculé. Ça, c'est la bonne correcte. Ça, c'est utile pour moi. Mais vous allez dire, j'ai triché, puisque je lui ai donné la réponse dans ma question. Mais vous avez raison, j'ai triché. Je lui ai donné la réponse dans ma question. Alors là, je n'ai pas cherché dans le document, j'ai fait un copier-coller de 140 pages et je lui ai donné, pour autant que la fenêtre de contexte soit suffisamment grande pour pouvoir lui donner ça. Mais vous voyez que si on donne beaucoup de contexte à un modèle, même un modèle standard qui n'a pas été customisé pour mon métier, bah, il est capable de faire des réponses beaucoup plus pertinentes pour mon métier. Quid si on passait cette technique à l'échelle et qu'on trouve un système qui lui permet de connaître le contexte de ma question, le contexte de mon entreprise, de mon métier, quelle que soit la question, mais le faire à l'échelle sans devoir faire du copier-coller ou sans m'obliger à moi, petit utilisateur, d'aller chercher dans tous les documents de l'entreprise. Alors pour ça, Paul, il a besoin d'un peu d'aide, il a besoin d'un copain, et je voudrais vous présenter le deuxième personnage de mon histoire qui s'appelle Victor. Victor, c'est un bibliothécaire. Donc, c'est lui qui gère tous les documents internes à mon entreprise. Et Victor a un super pouvoir, c'est sa manière d'indexer les documents. Si on lui demande « trouve-moi tous les documents qui parlent de ça », il est capable non seulement de trouver le document, mais le passage dans le document. Et il a une recherche super qui ne se base pas sur les mots-clés. Il a une recherche sémantique. Tiens, c'est la deuxième fois que je vous parle de recherche sémantique depuis le début. Donc, ça, cette technique, ça s'appelle le Retrieval Augmented Generation, le RAG. Vous vous souvenez, au début, je vous ai dit les encodeurs. C'est un type de modèle qui, quand on lui donne une phrase, me donne un vecteur. Et ces vecteurs, ils portent une signification. C'est-à-dire que si je donne deux phrases qui parlent de la même chose, mais sans avoir les mêmes mots-clés, la Tour Eiffel a été créée en 1859 et Paris est la capitale de la France. Il n'y a pas de mots-clés. En revanche, nous, humains, on sait qu'il y a un lien entre Paris et Tour Eiffel. Eh bien, les encodeurs, comme ils étaient entraînés sur un large volume de documents, ils ont aussi détecté qu'il y a un lien entre les deux. Et ils vont produire des vecteurs qui sont proches l'un de l'autre dans leur espace vectoriel. Et je rappelle, un ordinateur peut calculer la proximité entre deux vecteurs très facilement. Donc, pour faire du RAG, qu'est-ce que je fais? Je prends l'ensemble des documents de mon entreprise, en tout cas des documents que je vais exposer sur les systèmes d'IA générative. Je vais extraire le texte. Je vais couper ce texte en petits morceaux, parce que les vecteurs, ils peuvent traiter un certain nombre de caractères à la fois. Ça s'appelle chunker, je vais découper en petits morceaux. Et puis, pour chaque petit morceau, je vais calculer un vecteur, et je vais stocker ce vecteur et le texte original dans une base de données. Alors, pas la base de données de papa et maman, une base de données vectorielle, c'est-à-dire une base de données qui est optimisée pour pouvoir stocker des vecteurs. L'index, la clé, c'est un vecteur. Je vais pouvoir faire une recherche par vecteur et il va me donner des vecteurs, non pas le vecteur identique, mais tous les vecteurs qui sont proches du vecteur que je vais lui passer. Si je dois faire une analogie avec SQL, c'est un peu faire comme un SQL where my data is like, plutôt que égal, j'utilise like quelque chose d'autre. Et donc, si je lui passe un vecteur, il va être capable d'aller rechercher tous les vecteurs qui sont proches dans l'espace vectoriel et me donner tous les extraits de texte et la source du document original d'où ça vient. Donc, si je pose une question spécifique à mon métier, quelque chose que mon modèle n'a jamais vu, je ne vais pas poser la question à Paul, parce que Paul, il ne connaît pas. Je vais d'abord calculer un vecteur sur ma question. Et puis, je vais demander à mon libraire, Victor, de me rechercher tous les documents qui ont une signification similaire. Donc, il va me retourner tous les chunks.
Alors moi, utilisateur, je ne veux pas aller lire toute cette chunk. Non, je vais les donner à Paul, parce que Paul sait ce qu'il sait faire. Si on lui donne plein de contexte et plein de textes, aller faire du résumé et trouver, c'est exactement ce pourquoi il a été entraîné. Donc je lui passe ma question originale et tous les chunks qui ont été trouvés par Victor, et lui, il va me formuler une réponse en français ou en anglais correct, basée sur cela. Alors évidemment, dans la vraie vie, ce n'est pas Victor et Paul. On va utiliser 2 large language models et une base de données vectorielle. Un large language model qui est dit un encodeur, comme ceux de Cohere par exemple, ou Amazon Titan, des encodeurs. Donc ce ne sont pas les mêmes modèles de fondation que ceux qui génèrent du texte. Ce sont des modèles qui génèrent des vecteurs. On va utiliser une base de données qui a été préparée avant, qui a ingéré toute ma base documentaire, coupée en petits morceaux et vectorisée. Et puis, c'est un décodeur, évidemment, qui va générer le texte, analyser tous les chunks et générer le texte. Alors, pour que le système marche bien, il faut des bons encodeurs qui soient précis, c'est-à-dire que si 2 phrases ont des sémantiques similaires, que les vecteurs soient effectivement proches l'un de l'autre. Pour ça, il faut que l'encodeur ait été bien entraîné sur un corpus documentaire suffisamment large. Il faut une base de données vectorielle avec suffisamment de faible latence pour qu'elle puisse me retrouver les bons chunks rapidement. Et puis, il faut un décodeur qui est capable de dépatouiller tout ça, c'est-à-dire, étant donné une fenêtre de contexte, plein de chunks que je vais lui donner, de me trouver la bonne réponse là-dedans et de me générer la réponse de texte. Alors, ça a l'air un peu compliqué tout ça, mais vous pouvez faire ça dans Bedrock aussi. Vous allez dans Amazon Bedrock, dans la console, vous choisissez Knowledge Base, de nouveau. Chez AWS, on choisit des noms un peu différents du reste de l'industrie. On ne parle pas de Virtual Machine, on parle de C2. On ne parle pas de RAG, on dit Knowledge Base. Mais dans une Knowledge Base, globalement, vous donnez un nom à votre Knowledge Base, vous nous dites où se trouvent les documents à indexer, donc où sur S3 vous voulez indexer les documents. Vous choisissez un encodeur, donc le modèle qui va faire l'encodage en vecteur. Ici, j'ai choisi pour cet exemple ceux de Cohere. Vous choisissez la taille du vecteur, tout en bas, là, vous voyez 1024. Au plus le vecteur sera grand, au plus il portera de la signification, donc au plus il sera précis, mais au plus ça va coûter cher à générer et à stocker. Donc il y a une balance à trouver entre la précision, la latence et le coût, une équation que vous devez expérimenter et résoudre. Vous choisissez votre base de données vectorielle, vous pouvez amener la vôtre si vous en avez déjà une, ou vous pouvez en choisir un qu'on crée pour vous. On supporte OpenSearch, on supporte Aurora, MongoDB, PyCon, Redis Enterprise. Donc, vous avez pas mal de liberté en matière de base de données vectorielle. Et puis, de nouveau, dans Bedrock, il y a un petit chat qui vous permet de tester ça. De nouveau, ce n'est pas le chat que vous allez mettre en face de vos utilisateurs, hein. C'est juste pour tester le système. J'ai fait une démo, j'ai ingéré dans une base de données vectorielle toute une série de régulations européennes, donc des PDF bien soporifiques, bien ennuyants à lire, et je lui demande je demande à un modèle de l'étagère, MetaLama, sans utiliser ma base de données vectorielle, quand a été adoptée une spécifique régulation. Et il me dit, je ne sais pas. Bien. Je lui pose la même question, mais avec une base de données vectorielle. C'est-à-dire, je pose la question à un agent qui va chercher dans la base de données vectorielle les chunks et qui donne au modèle, et là, le modèle me donne la bonne réponse. Cette régulation-là a été adoptée le 13 décembre 2023. Et voilà, comme ça, vous connaissez RAG, Retrieval Augmented Generation. C'est pas si compliqué que ça. Il faut retenir qu'on fait des vecteurs, qu'on les stocke dans une base de données, qu'on va rechercher ces données, qu'on les donne en contexte au large language model au moment de lui poser la question. Puis il me reste 10 minutes pour expliquer la dernière technique. La dernière technique, c'est les agents. Les agents, globalement, c'est dire j'aimerais bien que mon modèle il puisse invoquer des API pour aller chercher des données en temps réel, par exemple les cours de la bourse ou faire une réservation de table dans un restaurant, d'un vol ou d'un hôtel. Et un large language model, Paul, il ne peut pas faire ça. Donc, il faut passer par un intermédiaire, un agent. Un agent, pour être très clair, c'est du code que vous écrivez. Et donc, ce que l'agent va faire, il va utiliser le large language model comme un orchestrateur pour classifier toutes les API à ses dispositions. Laissez le large language model décider quelle API appeler comment et laissez le large language model générer des réponses. Je vais vous montrer tout ça, comment ça marche. Imaginez que je pose une question. Quel est le cours de l'action Amazon aujourd'hui? Paul, il n'en sait rien, parce que Paul, il a été entraîné avec des données jusqu'au mois de janvier-février. Il ne connaît pas le cours de l'action aujourd'hui. Donc, je vais poser la question à mon agent, donc du code que j'ai écrit. Et l'agent, ce qu'il va faire, il va demander au large language model de classifier toutes les API qu'il a à sa disposition. Imaginez que j'ai une API qui permet de me donner le cours d'une action en temps réel. Il dit, voilà, étant donné les API et leur interface, donc une API, c'est des fonctions que je peux appeler programmatiquement. Quel API, quel outil pourrait
aider à répondre à cette question. Et Paul va dire, ah, ben, vous pouvez utiliser votre Stock Price API, voici les paramètres qu'il faut lui passer. Donc l'agent va faire ça. Il va appeler l'API. L'API va lui redonner un document JSON avec le cours de l'action Amazon aujourd'hui. L'agent va même pas essayer de comprendre ce truc-là. Il va le donner à Paul. Il dit voilà la réponse de l'outil. Et Paul va faire ce qu'il sait faire, basé sur la réponse, c'est formuler du texte en disant ben voilà, le prix c'est de ceci ou cela. Comment ça marche au niveau programmation? On va rentrer un tout petit peu dans du code, mais pas beaucoup. Essentiellement, en tant qu'agent, je dois donner à mon modèle une liste de tous les outils que j'ai à ma disposition, donc avec des descriptions texte, parce que c'est ça que c'est ça que le Large Language Model va utiliser pour comprendre c'est quoi l'outil. Je dis voilà, j'ai un outil qui est capable de trouver le prix d'une action en temps réel. Cet outil prend un paramètre en entrée, le stop quote, le ticker, et ce paramètre est obligatoire, il est de type string. Ok, jusque-là, rien de très spécial. Ça, c'est un truc à faire une fois pour toutes. Ensuite, quand l'agent reçoit une question d'un utilisateur, l'agent va prendre la question de l'utilisateur ainsi que la liste de tous les outils et l'envoyer à un modèle générique, le même modèle pour tout le monde, il n'est pas customisé. C'est-à-dire, voilà la question de l'utilisateur, voilà les outils, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Donc ici, c'est Claude 3 Sonnet, on lui donne la liste des outils et on lui dit, si on te demande une question en temps réel, utilise un outil, sinon réponds avec ta base de connaissances généraliste. Et l'agent, le modèle va nous répondre, utiliser un outil, stock quote, et utiliser comme paramètre le code AMZN. Et ça, c'est un peu magique parce que dans la question, il était marqué Amazon. Donc, le modèle a utilisé sa connaissance générale pour dire Amazon, le stock quote, c'est AMZN. Il faut faire une recherche sur AMZN. Donc, l'agent va écrire un peu de code, le même code que je vous ai montré tout à l'heure pour dire voilà, j'appelle mon API, je reçois un JSON en retour. Je ne vais pas essayer de lire ce JSON, je le prends tel quel et je le mets dans la réponse que je renvoie au modèle. Et le modèle, sur base de l'historique de ma conversation, il va générer une réponse en disant « The current price of Amazon » et MZN est machin chose. Magique, hein? Avec les agents, on peut agir sur le monde externe. On peut faire des réservations, on peut aller chercher des données en temps réel, etc. Et le futur du GenAI, ça passera par les agents. Dernier point, comment choisir son base model? Parce que aussi bien pour le RAG que pour les agents, j'ai utilisé des modèles de l'étagère, Claude, Meta, etc. Donc là, j'ai pas de réponse. Je suis désolé. J'ai des réponses de Solution Architect. Ça dépend. Ça dépend de comment vous voulez accéder à ce modèle. Est-ce que c'est un modèle en SaaS sur Bedrock, par exemple, ou est-ce que c'est un modèle que vous voulez faire tourner en local sur votre machine? Est-ce que vous avez des applications qui ont besoin de travailler avec des images, des vidéos, des sons ou simplement du texte? Quel budget vous avez? Quelle performance en termes de latence vous voulez? Vous avez vu, il y a des modèles qui répondent plus lentement, d'autres plus rapidement. Sur quoi il a été entraîné? Quelle est la licence pour accéder à ce modèle? Est-ce que c'est un modèle open source, gratuit? Est-ce que je dois payer? Est-ce qu'il a été entraîné avec des critères éthiques et de responsible AI? Il y a des modèles aujourd'hui, ceux de X par exemple, Grok, qui sont entraînés pour n'avoir aucun filtre et sortir à peu près n'importe quoi en sortie. Vous ne voulez peut-être pas nécessairement exposer ça à vos clients. Donc ça, ce sont les critères que vous devez considérer pour utiliser un modèle. Et puis la question que j'ai toujours aussi, c'est qu'est-ce que je dois utiliser? Est-ce que je dois faire du fine-tuning, du continued pre-training, du RAG ou des agents? Ça dépend aussi de votre budget, du temps que vous avez, de la quantité de données que vous avez. Si ce sont des données chaudes qui changent tout le temps, des données froides qui ne changeront plus jamais. Le plus simple, c'est simplement du prompt engineering. Apprendre à faire la bonne question. Alors du prompt engineering sur stéroïde, c'est du RAG. Avec du RAG, vous allez pouvoir customiser l'ensemble de vos pas customiser, pardon, ingérer l'ensemble de vos documents dans une base de données vectorielle. Ça prend un peu de temps, évidemment, ça coûte un tout petit peu également. Ça coûte un peu plus cher, mais vous aurez des données plus précises. Ensuite, il y a le fine-tuning et le continual pre-training qui coûte encore un peu plus cher. Et puis, vous avez toujours l'option, évidemment, d'entraîner vos modèles à partir de zéro. C'est la fin pour moi. On a 10 minutes pour répondre à des questions-réponses, mais je suis très curieux de voir ce que vous allez construire sur l'IA générative. Je dois faire une toute petite pause d'1 minute. Cynthia, si tu veux bien collecter les questions pendant cette pause-là, je reviens. Je vous dis juste que si vous aimez ce genre de contenu, vous êtes invité à vous abonner au podcast AWS en français, dispo dans toutes les bonnes applications. C'est tous les vendredis matin. Merci Sébastien, on va profiter de ta pause pour couvrir la partie formation avant de répondre à tes questions.
du coup. Donc, comme on l'a vu au début de ce webinaire, tous les changements induits par l'IA se traduisent en termes de formation. Donc, on va faire un petit focus sur les cursus certifiants proposés par AWS dans le domaine de l'IA et du machine learning. Alors, avant de commencer à expliquer ce cursus, il faut comprendre la logique en fait d'AWS de conception des cursus. C'est une logique qui est role-based. Ça veut dire qu'en fait, les cursus de formation sont mappés, sont alignés sur les différents rôles et différents postes occupés au sein de l'entreprise. Donc, on va en identifier 4. Donc, tout d'abord, l'ingénieur prompt, donc qui va en fait avoir pour vocation d'optimiser les requêtes textuelles adressées aux IA. Ensuite, l'ingénieur en machine learning, donc qui sont en fait les personnes qui créent, qui conçoivent les modèles d'IA, les systèmes d'IA et de machine learning. Ensuite, l'ingénieur des opérations de machine learning. Donc là, ça va vraiment être les personnes qui vont développer, mettre en œuvre et assurer le run des plateformes et des infras qui accueillent les systèmes d'IA. Et enfin, les data scientists qui, eux, développent et gèrent les modèles adaptés au métier. Donc, en fait, les cursus sont à chaque fois designés avec une partie fondamentale et ensuite une partie de spécialité qui permet de se spécialiser dans le rôle. La partie fondamentale comporte toujours une double couche cloud, puisque tous les systèmes d'IA sont basés sur le cloud AWS, et ensuite GenAI. Donc, comment ensuite est-ce que Fastlane peut vous accompagner dans le cadre de ces formations, donc en délivrant l'ensemble des formations du portfolio officiel et en proposant les certifications concernées. Un petit focus sur les modes de financement possibles, puisqu'en tant que centre de formation agréé et partenaire de formation AWS, nous détenons la certification Calliope, c'est la certification officielle des organismes de formation en France, le label qualité, qui permet de bénéficier, de mobiliser tous les dispositifs de la formation professionnelle, et notamment le budget des OPCO, donc des opérateurs de compétences. Donc les OPCO, ce sont en fait les organismes qui collectent le pourcent formation, donc chaque entreprise cotise et peut ensuite utiliser ces budgets dans le cadre de formation. Donc je vous invite à vous rapprocher de vos services formation, services RH, si vous souhaitez en bénéficier. Pour ceux d'entre vous dont les entreprises seraient adhérents auprès de l'OPCO Atlas. L'OPCO Atlas, c'est l'OPCO du numérique, de l'IT, des bureaux d'études. Il existe une action collective. Action collective, ce sont des programmes de formation gratuitement financés par les OPCO et AWS en fait partie. Ça veut dire qu'il est possible, via l'action collective cloud de l'OPCO Atlas, donc pour les adhérents, d'accéder aux formations AWS de manière gratuite. Encore une fois, vos services formation seront vous renseigner sur ces sujets-là. Enfin, nous proposons aussi donc sur notre web des Learning Need Analysis. Ce sont en fait des séries de questionnaires qui vous permettent, si vous souhaitez suivre des formations sur l'IA mais que vous n'êtes pas sûr quoi choisir, de qualifier quel va être le bon cursus adapté à votre profil, adapté à votre prérequis et surtout adapté à vos besoins, à savoir où est-ce que vous souhaitez aller. Donc, on va prendre vos différentes questions. Donc, il y en a pas mal via le chat. On va revenir vers Sébastien pour qu'il puisse nous apporter son éclairage. Si vous souhaitez également échanger à l'oral ou poser vos questions à l'oral, n'hésitez pas à lever la main et on vous activera le micro pour vous donner la parole. Alors, si on reprend... Ouais, pas mal de questions sur... Ouais, la dernière partie. Donc, j'ai répondu par écrit, mais je vais répondre à l'oral peut-être aussi en complément s'il y en a quelques minutes ou si vous voulez bien rester un tout petit peu plus. Otto demandait si une fois qu'on a fine-tuné ou fait un continued pre-training avec nos données dans un modèle, est-ce qu'on peut aller extraire ou voir ces données dans le modèle? Et la réponse est non. Une fois que des données sont dans un modèle, c'est un bloubi-boulga statistique dont personne aujourd'hui, même les vendeurs de modèles, n'arrivent à ressortir des données. Même les vendeurs de modèles n'arrivent pas à donner une explication pourquoi c'est telle donnée qui ressort sur tel prompt ou tel autre. Donc une fois que c'est dans le modèle, il faut considérer que c'est une boîte noire
savoir mathématique et statistique. On ne peut pas ressortir des données. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très important de ne pas ingérer des données personnelles dans ce genre de modèle, parce qu'avec le RGPD, il y a un droit au retrait. On ne peut pas retirer mes données à moi d'un modèle de Llama, par exemple. Il faut réentraîner le modèle entièrement pour ce faire. Question de Christophe sur les RAG qui demandait est-ce qu'il y a dans un RAG, il y a forcément toujours un LLM. C'était quoi la question exactement? Ah oui, il y avait plusieurs questions. Que se passe-t-il si dans un RAG on donne des infos contraires à l'entraînement du modèle? Donc s'il a été entraîné avec des infos qui disent quelque chose et si dans mes documents il y a des infos contradictoires. Là aussi j'ai une réponse de Normand, désolé, je ne sais pas et ça dépend. En général, ça va dépendre de la manière dont le modèle a été fine-tuné. En général, ils sont fine-tunés pour donner priorité au système prompt. Donc le système prompt, c'est les instructions que le développeur donne en tâche de fond. Tu es un agent de voyage qui répond dans des phrases courtes de 3 phrases, etc. Ensuite, au contexte, c'est-à-dire le prompt de l'utilisateur, et donc dans le contexte du RAG, c'est tout ce qui revient de la base de données aussi. Ensuite, à sa connaissance, à lui. Mais ça, je dis en général, c'est pas gravé dans le marbre, il faut vraiment tester avec différents modèles pour voir comment ça marche. Et autre question d'Otto qui dit le RAG a toujours besoin du LLM, Paul, dans mon exemple. Oui, effectivement, il a même besoin de 2 foundation models, un pour vectoriser, pour encoder, au moment où on prépare sa base de données, où on enrichit sa base de données, parce que c'est un processus qui peut se faire au fil de l'eau, évidemment. Et puis un pour analyser les données qui viennent en retour de la base de données et nous formuler une belle réponse dans un français correct et bien agréable, comme ils sont capables de le faire. Donc le RAG, c'est pas un sous-ensemble, le RAG, c'est plutôt un sur-ensemble. C'est un système qui contient un agent, parce que c'est l'agent qui va recevoir la question de l'utilisateur, qui va faire la query sur la base de données vectorielle, qui va appeler le modèle pour formuler la réponse, etc. Donc il faut du code quelque part qui orchestre tout ça. Il faut un système de connaissances, souvent une base de données vectorielle, qui n'est pas figée d'ailleurs, qui peut s'enrichir au fil du temps. Imaginez que chaque fois que vous recevez une nouvelle commande, vous avez un workflow qui se déclenche, qui vectorise, qui met dans la base de données, elle peut s'enrichir au fil de l'eau. Et puis un modèle pour formuler les réponses, pour faire des phrases. Et ça peut même être plusieurs modèles, c'est ce que je disais dans ma réponse écrite, en fonction du domaine, en fonction de la taille de la réponse, de la taille de la question. Votre agent pourrait utiliser plusieurs modèles. Tiens, là, j'utilise celui-là, demain, j'utilise un autre, etc., etc., etc. Et je pense avoir répondu. Ah oui, et Otto disait, à nous de coder le RAG pour extraire les chunks. Est-ce que c'est correct? À bas niveau, oui. Et moi, j'aime bien apprendre en faisant les choses, en mettant les mains dans le cambouis. Donc, faites-le une fois, c'est intéressant comme apprentissage. En réalité, il y a plein de frameworks qui existent. On ne doit plus se soucier de ça. Si vous utilisez Bedrock, vous avez vu, c'est dans la console, clic, clic, clic. Tout est géré pour vous. Vous dites la stratégie de chunking que vous voulez, par taille, par machin, etc. Et il s'occupera de tout. Un framework extrêmement populaire, c'est LangChain en Python. Ça tourne sur votre laptop. Et là aussi, il y a des scénarios de chunking qui sont précodés dans LangChain. Vous dites je veux un chunking sur base de la taille, ma taille c'est 10 kilobytes et il fera ça pour vous. Vous ne devez pas coder du code, enfin écrire du code qui va séparer des textes, etc. Vous pouvez le faire pour apprendre, mais en réalité vous aurez des frameworks qui vont faire ça pour vous. On a une Christophe demande qui dit aussi. que c'est pas du bullshit. Eh bien, je suis bien content. Voilà, c'est ce qu'on fait dans mon équipe. On parle technologie vraiment avec ce qui marche pas, et on montre comment ça marche. Le nom du podcast Amazon, c'est le Voilà. podcast AWS en français. Vous prenez votre application favorite de podcast, Apple, Deezer, Spotify, vous tapez le podcast AWS en français. Il y a un nouvel épisode tous les vendredis matins. Super, donc on vous enverra en récap l'ensemble des liens et des infos partagées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est 5 minutes en dépassement d'horaire, overtime. Désolé. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est quand même plutôt un exploit vu la masse d'informations délivrées. Encore merci pour ça, hein, Sébastien. Avec plaisir. Merci à vous d'être restés, à vous toutes et tous, pour bien. être restés jusqu'au bout et pour les interactions par le chat. Et puis, je suis dispo sur LinkedIn aussi si vous avez d'autres questions, si vous voulez continuer la conversation pour vous rediriger sur des sources d'informations un peu plus détaillées.
Tout à fait. N'hésitez pas à nous retrouver également donc sur le web, notre site et sur LinkedIn également pour accéder voilà, à toutes les dates de formation gratuite à venir, les Discovery Day et les différents événements qu'on pourra proposer sur le sujet à l'avenir. Merci à tous encore pour votre participation. Merci Sébastien pour ce propos super instructif. On va clore du coup ce webinaire et on est disponible pour poursuivre les échanges. Merci. Ciao.